Non. Ah, moi j'aime bien mettre des gants parce que des fois les papiers sont un peu gras et ça, c'est pas très agréable. Vous venez souvent ici? Non, c'est la première fois. Ah. Moi je viens tous les samedis matins parce que j'appartiens à un collectif, ça s'appelle Sauve ta planète. Et c'est super je trouve parce qu'on est là au grand air, il y a des arbres. Et vous venez faire quoi? Les 15 heures d'activité obligatoire. Ah, je sais pas ce que c'est une asso? Non. D'accord. Mais c'est quand même chouette de prendre le temps d'être dehors et tout ça. Regardez, j'ai même vu un écureuil là-bas tout à l'heure. Des morts. Ah oui. Sans doute épuisé par sa quête d'accumulation de noisettes. Je comprends pas tout. Allô, Jean-Claude? Quoi? Ils veulent faire un plan de sauvegarde de l'emploi? Tu veux dire un licenciement collectif? Excusez-moi, mais vous parlez beaucoup trop fort, on n'entend plus les oiseaux chanter, c'est vraiment pas très agréable. Je travaille, moi, madame. Et justement, est-ce que vous pensez que j'ai une chance d'être embauchée à la mairie? On n'embauche pas à la mairie. On débauche. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais alors, mais non! J'ai pas choisi d'être ici. Et ça ne sert à rien. Moi. On n'est pas comédienne. Ouais. Ça se voit. On va faire une conférence gesticulée, mais on a choisi de faire quand même cette scénette. Parce que cette scénette, c'est le début du livre de Maud Simonet qui s'appelle Travail gratuit, la nouvelle exploitation. Et dans l'introduction de ce livre, eh bien, elle nous parle d'une étude qu'elle a réalisée à New York, où elle se retrouve à Central Park et elle observe qu'il y a des travailleurs, des gens qui font la même chose, mais qui ont des statuts différents. Il y a 4 catégories de gens qu'elle observe à Central Park. Et alors, ces gens, on les différencie par la couleur de leur gilet. Alors, il y a déjà les propriétaires, ceux qui habitent autour de Central Park et qui nettoient le parc pour valoriser leur patrimoine. Ceux-là, on ne les a pas représentés parce qu'on n'est que 3. Ouais. Il y a Stéphanie qui représentait la militante écologiste. Donc, elle fait partie d'un collectif, d'une association qui, par souci de citoyenneté, d'engagement citoyen, vient nettoyer régulièrement le parc, gratuitement bien sûr, c'est son engagement. Elle fait sa part du colibri, elle y croit, elle est contente. Ouais. Après, on a aussi Caroline. Caroline, elle représente les allocataires de l'aide sociale aux États-Unis. Et ces allocataires-là, pour continuer à justifier de percevoir leur allocation, ils sont obligés de faire du travail gratuit. Donc, ils viennent aussi dans les parcs pour ramasser les déchets. Et puis, Emmanuel incarne magnifiquement bien cet employé municipal qui, elle, a un contrat de travail et donc reçoit en contrepartie une rémunération et a des protections sociales. Ouais. Donc, en fait, on a 4 personnes qui travaillent. Alors, 4 personnes qui travaillent, qui font le même travail, mais qui n'ont pas du tout le même statut. Et donc, il y en a qui ont un emploi, il y en a qui n'en ont pas. Donc, il y en a qui ont des protections et il y en a d'autres qui n'en ont pas. Voilà. Ouais. Et du coup, ces personnes, c'est un peu nous. Oui. Ouais, c'est pas nous vraiment, pas nous, mais c'est quand quand même. même un peu nous. Parce que moi, je me souviens que dans mon village, après le Covid, il s'est passé un truc que j'ai trouvé génial. Dans le village, on a des gens qui sont communalistes. Alors, le communalisme, c'est un peu un courant libertaire. C'est des personnes qui pensent que si on s'organise collectivement à l'échelle des villages, on n'a plus besoin des institutions, on n'a plus besoin de la représentation, on peut se réapproprier l'espace public et faire par nous-mêmes. On peut décider de comment on veut habiter. Et du coup, après le Covid, on collait des grandes affiches dans le village et on conviait les gens à des assemblées populaires. Donc on se mettait dans le parc municipal parce que c'était accessible à tout le monde et puis on décidait ensemble, on discutait pour savoir ce qu'on avait envie de mettre en place collectivement. Alors on a pensé à des trucs super, on a pensé qu'on pouvait peut-être planter des fruitiers le long des berges de la rivière, comme ça les gens ils pouvaient cueillir des fruits et manger, c'était gratuit. On voulait aussi construire un abri pour les personnes qui faisaient de l'autostop,
parce que c'est pas très sympa de faire du stop quand il pleut. Moi, je vis près des Cévennes et franchement, des fois, il y a des sacrés draches. Voilà, donc moi, je trouvais ça franchement génial. Et puis, au bout de quelques semaines, je me suis dit quand même, il y a un petit problème. Parce que tous ces gens-là, on se retrouvait toujours un peu les mêmes. Et bizarrement, c'était les gens qui fréquentaient le même café associatif. On voyait jamais personne de nouveau. C'était un peu, on est un peu de la néo-ruralité. Et les gens du cru, les gens du terroir, ils n'étaient pas trop là. Alors j'ai fini par me dire, peut-être que ce truc-là, c'est un truc de bobos de la campagne, là. De gens qui ont un petit capital culturel bourgeois et qui ont le temps et l'énergie à consacrer pour faire ça. Et que les prolétaires là qui bossent toute la semaine sur des tâches un peu harassantes et tout ça, peut-être ils ont autre chose à foutre que venir imaginer comment on pourrait se réapproprier l'espace public. C'est un problème de classe sociale. Et l'autre problème que ça soulève, cet exemple-là, mais moi j'ai eu ça aussi par chez moi, on me proposait d'aller planter des haies samedi matin pour reconstituer les talus. Moi je trouve ça super, ça me parle, et en même temps je me dis ouais, mais pourquoi on salarie pas quelqu'un en fait pour le faire? Oui. Peut-être que il pourrait y avoir un employé ou deux de plus à la municipalité. C'est pour ça que moi mon personnage, non, je suis pas employée municipale, je suis pas militante CGT. Mais par contre, je suis sociologue du travail, et la question du salariat, des protections historiques liées à ce statut de salarié, c'est quelque chose qui m'intéresse et que du coup j'ai envie de défendre en fait aussi dans cette conférence. Ouais, et après, il n'y a pas besoin non plus d'être sociologue du travail pour s'intéresser à ce sujet et avoir envie de le défendre. Moi, donc Caroline, je suis sans doute la personne qui est le plus proche de son personnage, parce que je suis allocataire du RSA. Et donc, avec la réforme, là, on attend les décrets d'application d'ici quelques jours. Il se peut que dans quelques jours, dans quelques semaines, on m'oblige à aller ramasser des papiers dans un parc en contrepartie de mon allocation. Parce que ce qu'on vous a pas dit, là, c'est toutes ces personnes qui ont le même travail, mais il faut qu'on précise un peu ce que c'est la définition du travail et ce que c'est la définition de l'emploi. Ces personnes-là, elles font toutes le même travail, mais elles n'ont pas tout un emploi. Ce qu'on appelle travail dans notre société, c'est essentiellement le travail capitaliste. C'est-à-dire le travail qui sert à valoriser du capital. C'est parce que dans notre société, à cause du lien de subordination, c'est-à-dire le rapport de pouvoir qu'il existe entre les patrons et les salariés, par la forme du contrat de travail, notre activité salariée, elle est forcément pour valoriser du capital. Ça ne devrait pas s'appeler du travail, ça devrait s'appeler de l'emploi. Parce que le travail, c'est bien plus que ça. Alors que là, c'est la seule définition qu'on reconnaît aujourd'hui dans la société du travail. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille, ouais. Et le travail, c'est bien plus que ça. Le travail, c'est tout, c'est toutes nos activités, c'est tout ce qu'on fait. Et c'est tout ce qui organise et structure la société. C'est la manière même qu'on a d'être en relation les uns avec les autres. Le travail, il a une dimension anthropologique. Il est vraiment relié à notre activité quotidienne de vie, notre façon de subsister. Il y a des courants sur le détravail, par exemple, de dire que sortir du système capitaliste, ça serait arrêter de travailler. Il y a un économiste sociologue qui a été interviewé au lendemain du Covid, parce que vous vous rappelez, on allait passer au monde d'après, on allait vraiment transformer la société. Et c'est Alain Supiot, économiste sociologue, qui est interrogé par un journaliste qui lui dit « Alors, monsieur Supiot, sommes-nous à la veille de la fin du travail ?» Et lui, ce qu'il répond, c'est en fait, les idées qu'il y a dans la tête des humains et le fait de les rendre réelles dans le monde, c'est ça le travail. Donc en fait, si vous voulez qu'on pense la fin du travail, on va penser la fin de cette réalisation de nous humains dans le monde. Donc en fait, on va penser la fin de l'humanité. Et donc, quand il dit ça, alors un autre, c'est pas un sociologue là, c'est un psychologue du travail, Christophe Dejour. Lui, il dit, le truc c'est que si le capitalisme s'insinue dans notre organisation du monde, dans notre manière d'appréhender le monde, en fait, ça devient un mode de gouvernement. Et si ça devient un mode de gouvernement dans des systèmes avec du chômage, ça pèse sur les travailleurs, mais aussi sur ceux qui sont privés d'emploi. Et moi, j'enchaîne avec Robert Castel, qui est sociologue, allez, comme ça. après, on vous les a mis les uns derrière les autres.
Ça, c'est fini. fait. Après, on arrête. Hein. Parce que Castel, il dit quand même que l'emploi, et notamment le salariat, bah, pendant longtemps, ça a été un repoussoir. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le pivot de la différenciation sociale. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre de juger si les gens sont dedans ou dehors, s'ils sont inclus ou exclus. Et par là, bah, d'estimer leur valeur. Ouais. Nous, on a une hypothèse. On pense que le patronat, les actionnaires, ben, ils veulent plus payer le travail. Et que l'État, il est complice de ce truc-là. Et que du coup, il met en place des stratégies pour nous faire accepter petit à petit l'idée de la gratuitisation du travail. Ouais, parce que c'est ça un État néolibéral. C'est pas moins d'État, c'est plus d'État, mais au service du capital. Et les stratégies pour nous faire accepter le travail gratuit, ils reposent selon nous sur deux stratégies, deux éléments. Le premier, c'est la construction du chômeur fainéant. La figure du chômeur fainéant. La figure du chômeur fainéant. Ah, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on élabore cette figure-là. Personne n'en connaît vraiment, mais les médias en parlent. Cette figure du chômeur fainéant, c'est celle qui va nous donner l'impression que le travail, il est impératif. On entend vraiment partout qu'il faut travailler. On n'a pas le choix de travailler. Mais sous-entendu, en fait, il faut avoir un emploi. Parce que travailler, on le fait tous, tout le temps. Non, il faut avoir un emploi. Et si on n'est pas dans cette quête d'emploi, alors là, on est un mauvais pauvre. Et donc là, il va falloir être contrôlé, il va falloir être sanctionné. Et donc c'est ça qui va participer à nous faire vivre, accepter quelque part collectivement les situations de travail gratuit subi que vont connaître les bénéficiaires, les allocataires du RSA. Ils ne bénéficient pas. Ils ont une allocation. Le RSA est un droit. Et l'autre stratégie pour nous faire accepter le travail gratuit, c'est de venir nous chercher sur nos affects. Hein, on veut s'engager, on y croit, on veut que la planète elle soit propre, on vient nous chercher sur notre engagement citoyen. C'est par citoyenneté qu'on va le faire, c'est par engagement, mais on va aller chercher aussi d'autres émotions, hein. C'est par culpabilité aussi qu'on va devoir aller bosser. Il y a aussi tout ce qu'on dit du travail qu'on fait en tant que client, du travail gratuit qu'on produit en tant que client. Ouais. Oui, c'est ça, le travail gratuit, il se niche un peu partout. Enfin, quand même, on peut observer qu'au fil de ces dernières années, il s'est insinué à plusieurs endroits. Il y a le bénévolat qu'on a nommé, il y a la mise au travail, au travail des allocataires, mais dans la vie de tous les jours, le travail gratuit, il y en a plein partout. En fait, la mise au travail des clients, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose quand finalement vous vous retrouvez à faire des choses que avant c'était un salarié qui le faisait. Ça vous parle? Vous avez des exemples, vous, peut-être de... Ouais. Oui. Une fois, j'ai fait les vendanges en Bourgogne, et dans le domaine d'à côté, il y a des gens qui payaient pour faire les vendanges. Ah ouais, pour vivre une expérience. Ah ouais, c'est ça, c'est l'image. Plus que la gratuité. Là c'est du business. En tout cas, ils vivent une expérience, quoi. Ouais. Eh bien oui. Ouais, Il y a d'autres exemples? Ouais. Les caisses des supermarchés. Les caisses Bah des ouais. supermarchés. Les caisses des supermarchés, Ouais, ouais. Mais oui. ouais. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que tout ce travail gratuit choisi, pour des raisons de commodité, de citoyenneté, etc., rendent acceptable le travail gratuit subi. On a notre part de responsabilité, c'est ça. en fait, aussi dans le fait. Tout le monde doit participer, quoi. Ah ouais. Et ça fait rentrer l'idée que les allocataires, il faut qu'ils fassent leur part de citoyenneté. Alors nous, on a une histoire avec le travail comme tout le monde, hein, et ça nous travaille tellement cette histoire de travail qu'on a même chacune fait individuellement une conférence gesticulée qui parle de ça. Moi, je m'appelle Stéphanie, donc ma conférence gesticulée, elle est sur l'arrivée de la rentabilité dans le secteur du médico-social sous la forme des démarches qualité. Et parce que moi, j'ai un diplôme de monitrice éducatrice, j'ai travaillé pendant 10 ans avec des adultes handicapés en foyer de vie, et puis après, pendant 5 ans, dans l'insertion socio-professionnelle. Avant ça, j'avais eu d'autres métiers. J'avais été ouvrière agricole, j'avais travaillé dans des mouvements paysans, enfin, j'avais fait plein de trucs. J'ai craqué, j'ai fait L'épuisement professionnel. Pas un burn-out. j'ai pas le droit de dire burn-out, C'est trop parce que cool, burn-out, c'est voilà, C'est classe, là. ouais, ça fait moderne, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas fait, quoi, tu vois.
Voilà, j'ai fait un épuisement professionnel. Donc c'est la loose, c'est grave la loose. Voilà, depuis 2 ans et demi, je suis au chômage, je peux plus travailler dans les établissements du social, du médico-social, c'est plus possible. Je suis au chômage, mais j'arrête pas de travailler. J'arrête pas de travailler parce que j'essaye de créer mon poste dans l'association d'éducation populaire que j'ai montée et que je bosse tout le temps. Mais je bosse tout le temps sans jamais être payée. Je bosse de manière gratuite. Et ta conférence gesticulée est sur la démarche qualité. Oui, ça je l'ai déjà dit. Ah pardon. Tu ne m'écoutes pas, Je Caroline. l'ai pas écouté. C'est sympa Oui, mais je l'ai pas écouté. J'ai pas écouté. C'est pas sympa. Non, d'essayer. Alors, Caro, alors Caro, Caro à la ramasse, quoi. Voilà, allocataire du RSA. Voilà. Complètement désocialisé. Aucun rapport avec le temps, enfin vraiment, à côté de ses ponts. Donc moi, je suis quand même éducatrice spécialisée. Ah, voilà, bravo. Oui, bon, l'écoute, vous savez, c'est très secondaire chez nous. Et donc, je suis allocataire du RSA. Et donc, j'aime tellement ça, la précarité, le RSA, que j'ai monté une conférence gesticulée là-dessus, qui s'appelle RSA, guerre aux pauvres et paix sociale, comment je suis devenue sociopathe. Et ça fait partie aussi des activités que j'ai dans l'association que j'ai créée, pour laquelle je travaille énormément et qui me permet de temps en temps d'avoir un emploi. Et donc moi je m'appelle Emmanuelle, j'ai une première conférence gesticulée sur le thème du travail qui s'appelle Je travaille avec 2 L, une autre histoire de l'organisation du travail, parce que avant de faire cette conf, j'ai fait de la sociologie. Je suis sociologue du travail à la base, mais sociologue précaire. Hein. J'ai un bon parcours de précaire, je n'ai pas vraiment pu faire ma place dans l'institution universitaire. Donc j'ai enchaîné les contrats précaires, CDD, temps partiel, travail temporaire. J'ai fait une deuxième conf sur la précarité où je parle un peu plus du lien entre la précarité professionnelle et la précarité amoureuse. Aujourd'hui, j'ai un statut d'intermittente du spectacle. C'est le statut le plus stable que j'ai jamais eu. Ça vous donne une idée du truc. Et alors du coup, par rapport au travail gratuit, je ne me rends pas trop compte. Je sais qu'il faut que je coche un certain nombre de cachets et que comme j'ai bien intégré la figure du chômeur fainéant, le temps libre dont je dispose grâce à mon allocation chômage, je la donne comme bénévole dans des associations d'éducation populaire comme conférencegesticulée.net et je participe à ce mouvement collectif. Bon. Ouais. Bravo. Donc je sais pas si vous comprenez pourquoi toutes les 3 on a décidé de se grouper pour venir vous parler du travail en fait. On est des loseuses. On est un peu des loseuses. C'est le collectif de la loose. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un truc qui a merdé, qui s'est mal passé. C'est quand même étrange parce qu'on est là toutes les 3 à bidouiller nos statuts pour pouvoir continuer à travailler, mais on n'est pas payé, on le fait de manière gratuite. Ouais, et on a des métiers. Et on a des métiers, alors que quand même. on n'a pas que des métiers. On a vachement d'expérience professionnelle, on a des diplômes. En plus, on est né dans les années 70. Dans les années 70, je veux dire, c'était quand même, on pouvait tout le monde pouvait aller à l'école. Enfin, je veux dire, on n'est pas, voilà quoi. C'est quand même étrange ce truc-là. Et puis il y a un truc important aussi, c'est que le travail, on y a cru beaucoup et qu'on continue encore à y croire. On ne croit plus à l'emploi par contre. Non, ça c'est fini. Voilà. Ce qu'on est venu faire ce soir-là, c'est à travers nos parcours là, venir vous raconter un peu cette histoire-là de comment on y a cru beaucoup, on y croit encore, mais quand même on s'est un peu pété la gueule et qu'on a eu beaucoup de désillusions. Et on pense qu'on n'est pas toute seule. Oui, non, non, C'est sinon. pour ça qu'on vient vous parler à vous. Oui, Partager avec vous. partager tout ça quoi. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais. Vous êtes partant ou Bon. Oui. Allez, on va y aller. Eh ben, Alors. on continue. Moi, je bois un petit coup, quand même. Parce que là, vous me voyez là comme ça aujourd'hui, mais le travail pour nous, ça a super bien commencé. Enfin, pour moi, ça a vraiment super bien commencé. Moi, j'ai 19 ans, je suis en rupture familiale, je vis à Toulouse. Je suis censée aller à la fac un petit peu, mais je suis plutôt dans un milieu d'artistes qui fument des joints, donc c'est pas très facile de suivre des études. Je sais pas trop ce que je fous, il se passe pas grand chose. Et puis un jour, je rencontre un gars par hasard qui me propose d'aller bosser sur le Larzac, et parce qu'il a une ferme, il fait de l'accueil. Alors je suis toute contente, je vais à la cabine téléphonique, parce que dans ma jeunesse, il y avait encore des cabines téléphoniques, vous voyez ce que c'est? Il n'y a pas le téléphone chez moi, donc je sors, je vais appeler ma mère, et je lui dis « Ouais, j'ai trouvé du travail ». Et là, ma mère, elle me dit,
est-ce que tu es sûr que ce gars, c'est pas un proxénète? Alors moi, je raccroche, je rentre chez moi, et en fait, je m'effondre, parce que je comprends pas pourquoi elle me dit ça. Je viens de faire un truc bien, ça fait des mois que je glande, là, je lui dis que j'ai trouvé du travail, et elle pense que peut-être c'est parce qu'il va m'arriver des bricoles, je comprends pas pourquoi elle me dit ça. Le Larzac, c'est super, j'arrive dans un endroit qui est militant, c'est un collectif de travail qui est hyper chouette, où on fait plein de choses, il y a plein de gens partout, c'est hyper vivant, on reçoit plein de gens. Moi, je vis dans une caravane au fond du pré, là-bas. Et puis, un soir, je suis avec mon chat, j'ai un chat noir que j'aime beaucoup. Un soir, on accueille un gars qui bosse sur le chantier de l'autoroute qui est en train de se construire. Et puis, voilà, il mange avec nous, et puis la soirée se déroule. Moi, je vais me coucher, il est 11h, minuit, je suis dans ma caravane et j'entends qu'on toque, donc j'ouvre la porte du haut, et c'est ce gars-là. Alors je me dis, bah, il doit avoir besoin de quelque chose parce que bah, moi je suis accueillante, donc enfin je suis accueillante, c'est mon métier, hein, je suis... c'est mon travail, je veux dire. Voilà. Donc peut-être qu'il lui manque un truc, tout ça. Puis il commence à discuter et là oui, je me rends compte il veut un truc, mais moi je suis pas trop prête à lui donner ce truc-là. En fait, j'ai pas trop envie qu'il rentre dans la caravane. J'arrive à le foutre dehors et puis je me dis, bon, je vais en parler à Alain. Alain c'est mon patron. Et je me dis, mais est-ce que ça serait pas Alain qui aurait envoyé ce gars-là en lui disant, bah, peut-être il y a moyen, vas-y, essaye. Et puis je me dis, si j'en parle à Alain et que c'est pas lui qui lui a donné l'idée, bah, peut-être il va me dire, mais aussi n'importe quoi, à 19 ans, là, une jeune fille d'aller vivre au fond du pré alors que tu pouvais avoir une piole à la ferme. Bon, je lui en parle quand même. Et puis Alain, il dit rien. Il dit absolument rien, il me fait pas la morale. Par contre, le gars là, qui devait rester quelques semaines avec nous à la ferme, eh ben, on l'a plus jamais revu. À ce moment-là, moi, je me dis, waouh, en fait, dans ce collectif de travail, ben, j'ai une vraie place. Ma parole, elle est vraiment prise en compte. On fait attention à ce que je dis et ça compte. Je suis pas juste une jeune nana là qui vient passer un moment ici. Je suis importante dans l'organisation du travail. Moi aussi, je suis jeune quand j'ai ma première expérience de travail. Et cette expérience, donc, je suis éducatrice pré-stagiaire. Ça existait à l'époque, on n'était pas diplômés, on bossait comme éduc. Et je suis embauchée dans un foyer d'adolescents placé dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, on a une grosse maison de maître à Lille. Et c'est un fonctionnement paternaliste. C'est-à-dire qu'il y a cette grosse baraque où il y a 34 ados. Et l'étage tout au-dessus, c'est un appartement. Et c'est l'appartement où vivent le directeur et sa femme, qu'on appelle Madame la directrice. Qui n'est pas plus directrice que moi, qui est juste la femme du directeur. Voilà. Et quand j'arrive dans cette structure, je pense qu'on est proche de la rentrée des classes, parce que dans mon souvenir, donc, Madame la directrice me dit, bon Caroline, vous allez aller faire le tour des collèges, et vous allez faire le tour des collèges, et vous allez aller inscrire les gamins dans différents collèges pour qu'ils ne soient pas tous au même endroit. Donc moi je pars tout enthousiaste, hein, là, je démarre quoi. Voilà, je fais le tour et je rentre la fin d'après-midi dépité. En fait, je n'ai pas réussi à inscrire aucun gamin dans un collège. Et donc je vais voir Madame la directrice. J'ai pas réussi, il n'y en a aucun qui est inscrit. Ouais. Non mais Caroline, vous croyez quoi? Nos gamins, personne n'en veut. Quand on vous jette par la porte, bah faut rentrer par la fenêtre. Quand on vous jette par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. Et là, je suis pas sûre que je comprends, mais je sens un truc. C'est que je vais apprendre un métier. Je vais apprendre à contourner les obstacles. Je vais apprendre à trouvailler. Je vais apprendre à prendre le gauche quand on me dit d'aller à droite. Je vais apprendre un métier. Je vais pas être dans le labeur. Je vais être dans l'œuvre. Moi aussi, l'œuvre, ça me parle. Quand je suis jeune, j'ai trouvé la discipline que je vais suivre, et c'est la socio. Et je sais que je vais y trouver ma place. Je rencontre des travailleurs, des travailleuses, je vais faire des entretiens. Et ça me parle, ça, j'ai envie de le faire. Et dans le cadre de mes études, je vais travailler sur l'industrie horlogère. Je viens d'une ville où il y a de l'industrie horlogère. Et j'entends des gens qui me parlent de leur métier. Je rencontre Jean-Paul,
qui m'accueille dans sa petite maison et qui m'explique c'est quoi le métier d'horloger, d'ouvrier professionnel. Alors très vite, il faut qu'on se mette le nez dans la montre, hein, parce qu'il ne peut pas m'expliquer son métier autrement que ça. Il m'explique qu'il y a 120 pièces dans un tout petit mouvement. Il me dit ça, on ne peut pas le faire tout seul. On est obligé de travailler tous ensemble pour fabriquer un objet comme ça. Et il me dit, t'entends le tic-tac là? Ouais, j'entends la montre qui fait tic-tac. Il me dit ça c'est un cœur qui bat. Et qui est-ce qui met la vie dans les montres? C'est nous, les horlogers. Waouh! Ça claque? Ouais. J'entends ça une fois, 2 fois, 3 fois. Et je comprends petit à petit avec eux que un métier, c'est avant tout une culture. C'est une culture professionnelle. C'est une manière de se représenter le monde et d'y prendre sa place. C'est une manière de se raconter voilà, à quoi on participe. Et comme dans toutes les cultures, dans les différents pays qu'on connaît, eh ben, il y a une part de magie. Il y a des trucs qu'on ne s'explique pas. Et puis les horlogers, eux, ils savent rendre des objets vivants. Et ça, moi, ça me parle et je me dis, mais moi, je veux être passionnée comme eux. Et la sociologie, ça sera ça pour moi aussi. Alors, à la fois, j'y crois. Il faut aussi dire que je suis dans une thèse non financée. Donc, je suis en train de bosser à côté pour essayer de faire cette thèse. Du coup, l'usine, moi, j'y vais. L'usine, j'y travaille. Et ce que m'a raconté Jean-Paul, je ne le trouve pas. Moi, le collectif, je ne le trouve pas. La fierté de l'objet produit, je ne le trouve pas. Mais j'y crois encore. J'y crois, de toute façon, il faut que je réussisse parce que ça fait un moment que j'ai eu une injonction maternelle forte. Enfin, je crois qu'on a eu des injonctions maternelles fortes. Oui, je crois bien. Pourquoi à votre regard? oui, Parce qu'on a oublié de vous dire un truc. On est des femmes. Et en tant que femme, depuis toute petite, on a des mamans qui nous ont préparées. Ouais. Moi, je me rappelle très bien, ma mère, toute mon enfance, elle m'a seriné qu'elle n'avait pas le droit de travailler. Elle n'avait pas le droit de travailler parce que mon père, il était instituteur et c'était lui qui ramenait le salaire. Et comme il était instituteur, qui travaillait pour l'éducation nationale, il avait les vacances scolaires et si ma mère avait eu un contrat quelque part, on n'aurait plus pu partir en vacances en famille. Donc elle n'avait pas le droit de travailler. Quand j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas vraiment qu'elle n'avait pas le droit de travailler. C'est plutôt qu'elle n'avait pas le droit de travailler pour un salaire. Parce qu'elle travaillait du soir au matin. Elle faisait tout dans la maison. Elle s'occupait des enfants. Mon père, il faisait rien. Enfin, il faisait le bricolage parce que ça, c'était viril. Mais sinon, c'est ma mère qui prenait en charge toute la vie domestique. Ma maman, quand elle a approché la soixantaine, elle est tombée malade. Elle a attrapé une maladie neurodégénérative. Et on a appris rapidement qu'elle n'allait pas s'en sortir. Et puis on a un peu été obligé de mettre le nez dans les papiers parce que c'était mon père qui s'occupait d'elle à la maison et ça se passait pas bien du tout. Et du coup, c'était devenu important qu'elle puisse intégrer une maison spécialisée ou un endroit où il y allait avoir des gens qui allaient pouvoir s'occuper correctement d'elle. Elle devenait vraiment très dépendante. Elle perdait toutes ses fonctions, sauf sa tête, mais elle perdait toutes les autres fonctions. Du coup, avec mes frangins, on va fouiller un peu, voir un peu s'ils ont droit à des aides, on regarde un peu les feuilles d'impôt, tout ça. Et puis on se rend compte que non, mon père, il a une trop grosse retraite, que il a un peu trop d'argent et que du coup, ils n'auront pas droit à des allocations. Et mon père, là, quand il apprend ça, il se met en colère. Il se met en colère parce qu'il dit, mais quand même, j'ai travaillé toute ma vie, et là, maintenant, il faut que je paye pour ça. Sur le moment, moi, je me sens un peu coupable, parce que je me dis, oui, c'est vrai, c'est pas très juste. Et puis, très très vite, je me dis, en fait, si tu as pu construire ta carrière professionnelle, si tu as pu passer d'instit à référent informatique sur tout le bassin, si tu as pu t'éclater à construire ton milieu social ailleurs qu'à la maison, c'est parce que ma mère, elle a assuré tout le travail gratuit à la maison. Parce que si elle n'avait pas fait ça, tu n'aurais pas eu le loisir de pouvoir poursuivre ta carrière. Et là, je me suis souvenue ce que ma mère, elle me racontait aussi, en même temps qu'elle me disait qu'elle n'avait pas le droit de travailler. Ma mère, elle me disait, toi, ma fille, il faut que tu sois indépendante économiquement. Il faut que tu aies un métier. Moi, avec ma mère, en fait, c'est pareil. Hein, ma mère, elle ne travaillait pas parce que, voilà, elle élevait ses enfants, puis elle s'occupait de la maison. Puis un jour, elle a décidé de reprendre des études.
Et voilà, elle voulait prendre des études, donc elle a passé l'équivalent du bac, et puis elle est allée à la fac, etc., parce qu'elle voulait devenir institutrice. Et moi, j'avais, je pense, 12-13 ans. Et là, mon ex-beau-père s'est dit, bah, faut qu'on l'aide, quand même. Hein, c'est pas évident de reprendre des études comme ça, sur le tard, tout ça. Donc, bah, l'aider, en fait, ça consistait à prendre en charge les tâches ménagères qu'elle n'avait pas le temps de faire, quoi. Et puis là, il s'est dit que, bah, en plus, bah, comme j'étais une fille, j'étais peut-être quand même la mieux placée, finalement, pour l'aider, quoi. Voilà, donc, bah, en fait, je prenais les tâches ménagères de maman, quoi. Et ça m'a fait comprendre deux choses. C'est la première chose, c'est que si ma mère, elle reprenait des études, c'était pour pouvoir avoir un travail et quitter ce mec. Et la deuxième chose que j'ai compris, c'est que bah, pour se défaire des assignations identitaires et notamment des tâches ménagères, bah, peut-être il fallait qu'effectivement je sois indépendante économiquement. Alors, Allez, nous on sort en mode Simonet. Maud Simonet, elle en parle de ça. Ah. Non mais, bon, parce que c'est un livre sur le travail gratuit, et c'est aussi un livre féministe. Vraiment. Et elle dit, alors, d'abord, elle dit un truc, enfin, elle reprend les travaux des féministes des années 70. D'abord, elle nous dit un truc hyper important. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur, pour le travail gratuit, venir chercher la fibre affective, etc. Ça marche depuis un sacré moment sur la classe des femmes. Parce que, en fait, pourquoi en fait est-ce qu'elles font tout ce travail gratuit à la maison? Bah, C'est naturel, non? bah, c'est par nature. Bah, ouais. Et puis c'est par amour. C'est par amour qu'elles font tout ça. Donc vous voyez, ça marche depuis un moment. Hein. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que elle est allée chercher les différents courants féministes sur cette question du travail gratuit. Il y a eu les Italiennes notamment, avec Federici, qui a travaillé sur la question d'un salaire ménager. Et puis ça a créé une controverse parce que tu as Christine Delphi, elle qui est venue dire non, il ne faut pas revendiquer un salaire ménager parce que ça invisibilise l'extorsion du travail par la classe des hommes. Ouais, elle parlait comme ça. Attends. Ouais, elle parlait comme ça, Christine Delphi. Non, mais parce que, attends, c'est un truc de ouf. Ouais. Pour partir à Marx, tu as Marx qui dit Voilà. la domination, Ouais. elle repose de fait sur l'extorsion du travail des autres, du travail de quelqu'un. C'est lui extorquer du travail. Si on se dit, bah voilà, en fait, les femmes, elles se font extorquer le travail par le capitalisme, on cache, Delphi, elle dit ça, qu'en fait, non, elles se font extorquer le travail pour la classe des hommes. C'est exactement ce que tu dis, Bah ton oui. père. En fait, lui, il va bénéficier d'une situation en extorquant le travail gratuit de sa femme. Et donc, c'est la classe, toute la classe des femmes qui va subir ça. Bon, c'est quand même Ouais, mais c'est essentiel, Bah, quoi. bien sûr que c'est essentiel. Ah. C'est révolutionnaire. c'est révolutionnaire. Bah, je suis bien d'accord. C'est ça. Alors voilà, nous là, on est bien lancés sur le marché du travail parce qu'il faut qu'on soit émancipé, il faut qu'on soit indépendante économiquement. Il y a juste un petit truc que nos mères, elles ont oublié de nous dire ou alors qu'elles n'ont pas capté, c'est qu'on arrive sur le marché du travail dans un monde qui est néolibéral et que le rapport au travail, la vision du travail, elle changera. Le monde du travail change radicalement. Ouais. Et puis que c'est pas parce qu'on travaille qu'on est indépendant économiquement. Bah oui, c'est vrai en plus. Non, mais voilà. Finalement. Moi, il y a une période dans ma vie où je fais un contrat aidé. Donc, je travaille à temps partiel, rémunéré au SMIC horaire. Et donc, je fais partie de ce qu'on appelle la catégorie des travailleurs pauvres. Donc ça, c'est une catégorie qui est assez récente dans l'histoire, mais qui tend à se développer. Étonnant. En 2022, par exemple, on était 6,1% de travailleurs pauvres. Alors, travailleurs pauvres, ben, en fait, pour expliquer un peu concrètement ce que c'est, sont pas des gens dans la misère. Voilà. Mais ils sont dans une précarité qui est de plus en plus lourde, et notamment dans une précarité sociale et matérielle. Et ça se calcule, la précarité sociale et matérielle. C'est l'INSEE qui a établi, il y a 11 indicateurs. Et si vous cochez 5 indicateurs sur ces 11-là, vous êtes en précarité sociale et matérielle. Donc ça va de pouvoir aller boire un verre avec des amis, ou se faire un resto, partir en vacances, ou s'acheter une paire de godasses, quoi. Vous voyez, c'est assez large. Et moi, donc, à cette époque-là, en tant que travailleur pauvre, je fais des arbitrages. C'est-à-dire que je dois choisir, ouais. Et que là, en l'occurrence, je ne choisis pas entre une paire de godasses et aller boire un verre. Je choisis entre payer une facture ou ou remplir le frigo. Et
bah, je paye la facture. Et du coup, bah, il n'y a plus rien dans le frigo. Et je vais chercher, je vais demander un colis alimentaire au centre communal d'action sociale à côté de chez moi. Je pense que c'est le moment le plus humiliant que j'ai eu dans ma vie, d'aller demander un colis alimentaire. Mais pour autant, à ce moment-là, bah, même cette humiliation, elle ne vient pas entacher mon rapport au travail. Je me dis que c'est juste une mauvaise passe. Que voilà, je vais y arriver. Après tout, il n'y a pas de raison. Je suis jeune, j'ai envie d'y arriver, je suis diplômée. Il n'y a aucune raison. Ça va aller mieux demain, quoi. C'est obligé. Une chanson comme ça ira mieux Ça demain. ira mieux demain. Mais du veau. Du veau. Non, du veau. Il dit pas- Oui, mais Ah si, oui, non, mais- oui, oui, ouais, c'est- oui, oui. ouais. Bah, oui. Oui. Parce qu'en fait, voilà, Nicolas Duvou, là, qui est sociologue et qui est spécialiste des inégalités, il a fait une enquête assez récente où il parle de confiscation, finalement, de la projection possible des personnes pauvres et des travailleurs pauvres. C'est-à-dire qu'il dit qu'en fait, on nous enferme dans un présent subi. On n'arrive pas à se projeter et surtout, on n'arrive pas à se projeter dans un avenir meilleur. Et cette incapacité de projection, et ben, en fait, elle nous empêche aussi de penser qu'on peut influencer dans les choix collectifs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de retrait, finalement, de la vie sociale et du collectif. Ça, c'est une enquête qui est récente. Et moi, ce dont je vous parle, c'est dans les années 90. Et à cette époque-là, en fait, j'ai l'impression qu'on ne vit pas ça de cette façon-là, en fait. Il y a l'espoir d'un meilleur et il y a l'espoir d'être dans le collectif. Mais en t'entendant, notamment sur le fait d'être enfermé dans un présent, moi ça me fait relire un peu mon parcours parce que dans mon parcours de précarité, je ne me rendais pas forcément compte qu'il y a des choses que je n'avais pas les moyens d'investir quelque part. En étant précaire comme ça, avec des temps d'activité, des temps de chômage, de l'incertitude sur ce que j'allais faire demain, en fait, le constat, il est qu'à 48 ans, j'ai pas du tout construit de vie affective. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de 2,8 enfants, ni le labrador. J'ai pas tout ça. Et je suis pas du tout certaine que ça soit un choix. Je suis pas une working girl qui a privilégié sa carrière. C'est pas du tout ça. C'est plutôt, en tout cas, quand tu parles d'être enfermé dans le présent, ça me parle. C'est que il y avait tellement pas d'espace à se projeter ailleurs que le quotidien, que du coup, et puis en plus, je pense que j'avais aussi une conscience de cette catégorie de mère célibataire, la famille monoparentale étant l'image de la précarité, et que c'est des femmes. Donc je me disais, attends, je suis déjà hyper précaire, si je me retrouve avec un môme et que le mec me lâche, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc ça a été quelque chose qui n'a pas fait partie de mes choix. C'est ça que tu racontes dans ta deuxième conf. Ouais, exactement. Ouais, c'est marrant parce que moi, je me reconnais pas du tout dans les statistiques générales au sujet de la monoparentalité. Moi, j'ai été maman solo, enfin j'étais maman jeune et puis maman solo rapidement, ça a duré une dizaine d'années. Et c'est pas une période de ma vie dont je me souviens comme quelque chose d'insécurisé, de précaire, enfin j'avais pas du tout ce sentiment-là. Et je crois que c'est parce que j'étais dans un collectif de travail. À ce moment-là, je travaillais en institution médico-sociale, donc j'avais un salaire qui n'était pas énorme, mais qui était un salaire. Je touchais une allocation par an isolé. J'avais un collectif de travail, donc je sortais de chez moi et puis je vivais d'autres trucs à l'extérieur de la maison. J'avais une convention collective qui était plutôt sécurisante. La convention 66, elle reconnaît que nos métiers sont des métiers pénibles et du coup, elle met en place des jours de congés supplémentaires, donc j'avais du temps aussi pour être avec mon gamin. J'avais aussi un peu d'argent pour payer des nounous quand quand je travaillais au foyer, parce qu'on travaille sur les temps du quotidien, donc souvent le soir. En fait, c'est vraiment pas, c'est pas cette période-là que j'avais une protection sociale aussi qui était plutôt bien. Je me sentais pas en insécurité. C'était pas là en fait où ça venait se jouer. Alors que je sais très très bien que déjà 80% des familles monoparentales c'est des mamans. Hein.
Et que 63% des travailleurs pauvres sont des femmes. Et ben oui, oui aussi, ouais. Mais vraiment là, moi, je me sentais sécurisée là dans cet espace-là. Alors que quand même aujourd'hui, je pense que du coup, en l'absence de ces collectifs de travail et de ce qui pouvait sécuriser un petit peu, aujourd'hui, on parle même plus d'exclusion des familles monoparentales et donc de ces femmes, on parle de relégation. En fait, c'est des femmes qui chutent socialement. Et un des critères aussi qui montre que cette relégation, elle est charge de souffrance énorme, c'est que c'est aussi une des catégories sociales qui connaît le plus de tentatives de suicide à l'heure actuelle. Ouais. Bon, mais à ce moment-là de l'histoire, nous, le travail, on y croit encore, en fait. Enfin, Voilà, lâche rien. On n'abandonne pas le travail. On va bientôt être dans une période de désillusion, mais on n'abandonne pas le travail pour autant. Moi, mon moment de désillusion, en fait, c'est quand, je vous le disais tout à l'heure, c'est de ça dont parle ma conf, la première, c'est quand la démarche qualité, elle est arrivée dans le secteur médico-social. C'est-à-dire quand les outils du management sont venus mettre de la rentabilité dans des métiers où il n'y avait pas à être rentable. Moi, j'ai vraiment vécu cette bascule où, en fait, on avait un espace de travail qui était vraiment adapté à ce qu'on avait à faire avec les personnes qu'on accompagnait. On avait beaucoup d'espace d'analyse, de réflexion, on pouvait prendre des initiatives, on avait de la liberté, enfin voilà, il y avait... on travaillait en équipe beaucoup, on accompagnait les résidents, tout ça. Quand les outils du management arrivent, rapidement on se rend compte que déjà on est obligé de suivre des procédures et des modèles standards que notre culture de métier on nous la bousille, que du coup ça a des répercussions hyper importantes sur les gens qu'on accompagne parce que eux ils sont plus dans des espaces rassurants et contenants et que on peut plus faire notre métier correctement et c'est quand même vachement compliqué quand on accompagne des humains. Moi, je me rappelle très bien ce moment. J'ai vécu les deux moments, en fait. Je me rappelle quand j'étais jeune professionnelle, un jour, j'accompagne une sortie, et puis je rentre un peu tard sur le foyer. Les résidents, ils étaient déjà à table, ils attendaient pour manger. Et là, j'ouvre la porte et je vois que Colette, ça va pas du tout. Et elle assise toute seule à la petite table du fond, et puis elle crie très fort. Elle dit qu'elle en a marre, qu'elle a bien vu que tout le monde la regardait de travers depuis tout à l'heure, et que si ça continue, elle va vraiment faire une connerie parce qu'elle en peut plus que les gens la regardent de travers, elle a rien fait de mal. Colette, elle a une schizophrénie avec des grosses tendances paranoïaques. Et quand elle est comme ça, ça morfle pas. Elle fait flipper tout le monde. Alors moi, je me dis, bon, ok, faut que je lui montre que ça tienne, qu'il y a de la contenance. Alors, je m'approche d'elle, je m'assois pile en face d'elle à la table, et puis je commence à lui parler tout doucement, à l'envelopper dans une espèce de cocon sonore. Là, je ne sais pas ce que je lui raconte. Puis elle continue à monter. Elle dit que tout à l'heure, elle est allée à la bibliothèque. La dame de la bibliothèque, elle était folle parce qu'elle a fait pipi entre deux rayons, et c'est pas vrai, elle n'a pas fait ça. Et Elisabeth, elle la regarde de travers. Si ça continue comme ça, elle va se tuer ou faire mal à quelqu'un. Et moi, je suis là, je continue à l'envelopper. Enfin voilà, à parler tout doucement, à essayer de construire un truc autour d'elle. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Peut-être que j'essaye de l'hypnotiser, mais comme j'ai jamais été formée à l'hypnose, ça marche pas beaucoup. Et puis le temps, il est hyper lent, ça va hyper lentement. Je me dis, peut-être que c'est moi-même que je suis en train d'hypnotiser. Je continue, là, voilà, ça continue à monter. Et puis d'un coup, je la vois qui prend un verre sur la table, qui le lève, qui le jette. Là, le temps, il se remet à courir hyper rapidement. Elle se lève, elle s'en va. Et moi, je vais pour la suivre. Et là, je me rends compte que je pisse le sang. Alors, j'appelle les collègues, puis je téléphone au directeur, il me dit, t'inquiète pas, fais-toi accompagner aux urgences, j'arrive. Lui, il habite à un quart d'heure, il est 19h, il sait faire, il va me remplacer, il va pas demander à quelqu'un de venir bosser alors que c'était pas prévu, c'est son taf. Le lendemain matin, je reviens au travail, j'ai 3 points de suture sur le crâne, et puis on fait une réunion avec l'équipe, le psycho, la chef de service, la direction, le directeur, pour essayer de voir ce qu'on va faire avec Colette quand elle sera réveillée. Parce que Colette, quand le monde devient trop oppressant, elle lâche tout, elle se met en catatonie et on n'a plus accès à rien. Elle se met au lit, elle veut plus manger, elle veut plus boire, elle veut plus nous parler, elle veut plus prendre ses médicaments, elle veut plus se laver, parfois elle se fait dessus. Ça peut durer 2-3 jours comme ça, c'est pas super sécurisant, mais on sait faire, on a déjà accompagné ça. Mais quand même, quand elle va se réveiller, il va falloir qu'on pose une sanction, parce que c'est pas parce qu'il y a une pathologie qu'on est autorisé à jeter des verres à la tête des gens, ça se fait pas. Alors on essaye de réfléchir, puis alors bien sûr le directeur il va la recevoir et lui expliquer que ça se fait pas, mais la sanction c'est pas simplement ça.
La sanction, il n'y a pas que la punition, il y a aussi la réparation. Et Colette, il faut qu'elle puisse revenir dans l'espace collectif avec les compteurs à zéro. Donc voilà, on réfléchit. Moi, je dis, bah, en fait, je crois que j'ai quand même fait n'importe quoi hier soir parce que j'étais trop près d'elle. J'ai continué à faire monter l'angoisse. J'aurais pas dû faire comme ça. On trouve pas, on est là à cogiter tous ensemble. Et puis au bout d'un moment, je dis, bah, moi, j'ai mal à la tête. Est-ce que ça serait possible que Colette, elle m'offre une boîte de Doliprane? Et on fait ça. Quand elle se lève, Colette, elle m'offre une boîte de Doliprane. Et aussi, comme c'est une très grande artiste, un très beau tableau au fusain. Après ça, moi, j'ai eu très peur d'avoir peur d'elle. Et comme je voulais pas que ça arrive, eh ben, je me suis beaucoup investie dans la relation avec Colette. Et toutes les deux, on est rentrées dans une espèce de relation ultra fusionnelle qui était pas confortable tout le temps. C'était pas confortable pour elle, c'était pas confortable pour moi. L'équipe, je pense que c'était pas vraiment confortable pour elle non plus. Mais elle était présente et elle pouvait encadrer ça. Et ça a duré jusqu'au moment où toutes les deux, on a réussi à se repositionner à des endroits où ça le faisait, où c'était OK. Colette, c'est quelqu'un qui m'a énormément appris sur mon métier. Et moi, j'ai été quelqu'un de très repérant tout le temps qu'elle a passé dans ce foyer. Quelques années après, on a changé de direction. En fait, notre directeur, il a craqué. Il y avait trop de pression sur sa tête, toujours au sujet du nouveau management, de ce qu'on voulait lui imposer comme pratique, et qu'il refusait. Donc, il est parti. Il est redevenu éduc dans une autre structure. Il a rapidement été suivi par l'équipe de cadre, parce que eux, c'était facile pour eux de retrouver du travail ailleurs. Et nous, on est quelques-uns, là, 2-3, à essayer de continuer à porter les valeurs, à essayer de défendre notre métier. C'est de plus en plus compliqué, mais on tient bon. Et dans ce foyer, c'est midi, c'est le repas de midi. À la place de notre directeur, ils nous ont collé une bonne direction gestionnaire. Hein. On le sent bien passer, hein. Bien dans l'air du temps, bien dans le management. On se rend bien compte de ce que c'est. Hein. C'est midi, on mange tous dans le grand self. Et chez nous, le midi, c'est comme ça, quand on a fini le repas, on prend notre plateau, puis on va l'amener sur un chariot. Comme ça, les cuistots, ils ont moins de travail à faire. Et là, il y a Joël. Joël, il a plein de problèmes. Il a des problèmes psychomoteurs. Il voit vraiment pas bien, il entend pas trop bien non plus, il a des problèmes de déglutition. Il a fini son repas et l'éducatrice lui dit bon allez Joël, ramène ton plateau, c'est le moment. Joël, il aime pas trop ces moments-là parce qu'il y a plein de gens qui regardent et puis il sait qu'il est pas très habile. Alors il râle un peu, mais l'éducatrice elle lui dit non mais Joël, c'est comme ça, tout le monde fait comme ça, vas-y là, maintenant ramène ton plateau. Donc, Joël il prend son plateau. Il avance, il arrive au chariot, puis au moment où il est au chariot, bam, il balance le plateau, tombe par terre et il y en a partout. Alors là, l'éducatrice, elle arrive avec la pelle et le balai, elle lui dit « C'est pas grave, Joël, mais tu ramasses ». Alors là, Joël, il commence à se balancer, à faire des petits bruits avec sa gorge. Il prend la pelle, c'est une grosse pelle en fer. Il lève la pelle. À ce moment-là, moi, je me dis « Ouais, vas-y, vas-y ». Il lui met un coup de pelle sur la tête. Donc là, c'est terrible, elle le pose au sol pour le temps qu'il se calme. Elle ne nous laisse pas prendre le relais, le temps qu'elle se calme. Bon, au bout d'un moment, ça se calme, et puis il ramasse ses trucs, il retourne sur le groupe. Et elle va faire ce qu'on nous demande de faire depuis qu'elle a le nouveau management, c'est-à-dire qu'elle va remplir une fiche d'événements indésirables. Parce que c'est ça qui se passe maintenant dans l'institution. Quand il se passe un truc qui n'était pas prévu, donc à peu près toutes les 10 minutes, hein, on doit remplir des feuilles d'événements indésirables. Alors, une feuille d'événements indésirables, ça se décline en 3 parties. Donc la première partie, c'est pour raconter. Donc elle raconte, hein, il n'y a que elle qui raconte. La deuxième partie, c'est pour établir de 1 à 4 l'échelle de gravité de l'événement qui vient de se produire. Donc ça, je ne sais pas ce qu'elle fait. Et puis la dernière partie, c'est pour proposer une amélioration qui va permettre que cet événement indésirable ne se reproduise jamais. Alors elle a proposé un truc qui ne nous a pas du tout étonné parce que ça allait bien dans sa vision du métier. Elle a proposé qu'on remplace toutes les pelles de l'établissement par des pelles en plastique. Voilà. Mais bon, on s'y attendait un peu. C'est vrai. Par contre, ce à quoi on s'attendait moins, c'est qu'il le fasse en fait. Voilà. Ça pose quand même plein de problèmes parce que là, il n'y a plus de travail d'équipe, elle est toute seule. On n'interroge pas la relation qu'elle met en place avec le résident. Enfin voilà, c'est plus le même métier en fait. Moi, après une période après mes études, en fait, voilà, j'ai mon diplôme d'éducatrice spécialisée et puis j'ai une période au revenu minimum d'insertion. Bon, je prends un peu le temps aussi de chercher du boulot parce que voilà, moi je veux travailler avec des adultes. Je veux travailler dans l'insertion, donc il y a moins de postes qu'auprès d'enfants, etc. Mais je me dis pas grave, je prends un peu de temps. Et puis
je dégote le job de rêve. Voilà. Je vais travailler dans une association qui accompagne des personnes détenues et sous main de justice. Et je suis dans une toute petite association. Voilà. Il y a 3 travailleurs sociaux, il y a une secrétaire, une directrice et un conseil d'administration. Et ça se passe, waouh, génial. On s'entend super bien. Même avec le conseil d'administration, on se fait des bouffes, on va passer tous les ans une journée à la mer tous ensemble. Mon boulot m'éclate, voilà, je me régale dans ce que je fais. Je dis pas que j'ai les moyens de faire tout ce que j'ai envie de faire, mais ça se passe super bien, il y a un super bon contact, je me sens utile, enfin, je suis bien, voilà. Et puis, bah non, mais quand même, je me lève le matin avec le sourire. Je suis contente de rentrer de congé pour retrouver mes collègues. Ça, je me rappelle. Moi. Quand même. Et puis à un moment, il y a, pour une histoire de financement qui pourrait éventuellement déboucher sur un conflit d'intérêts, le président donne sa démission. Et donc c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place de président. Et là, lui décide qu'il va tout changer. Alors on lui dit que changer, généralement, c'est pour améliorer les choses. Et que là, il n'y a rien à améliorer parce qu'en fait, nous, tout va bien, quoi. Donc, et en fait, on comprend que lui, ce qu'il veut changer, c'est notamment aller émarger sur d'autres types de financement et du coup, nous faire des trucs qui sont absolument dénués de sens et puis surtout qui vont à l'encontre de nos valeurs. Parce que nous, on a encore l'illusion à ce moment-là, parce que c'est une illusion, mais de travailler sur le principe de libre adhésion. Et donc, on lui explique qu'on ne peut pas faire signer les gens sur le principe de la libre adhésion, ça ne marche pas, quoi. Enfin bon, voilà. Et puis ça s'envenime, mais ça se cristallise. Et en fait, on arrive à un conflit, vraiment, au point que moi, j'arrive un matin, par exemple, et que tous les dossiers que je traite avec les partenaires ont été enlevés de mon bureau. On va plus m'orienter de personne. Donc au bout d'un moment, j'ai plus beaucoup de personnes à accompagner et clairement, je me fais chier au boulot, quoi. Un jour, j'arrive, je suis en pantalon et ma directrice me dit « Oh, dis donc, t'as maigri, comment tu fais ?» Et là, je peux pas lui dire, mais en fait, rien que l'idée de voir sa gueule, d'entendre sa voix pendant 8 heures par jour, ça me fait vomir. C'est pour ça que je maigris. Moi, je vais me faire dégueuler moi-même. La fin de l'université, la fin de la thèse, c'est un moment où il y a une période d'inactivité, il faut attendre pour un futur recrutement. Donc on me dit, pourquoi tu ne créerais pas ton entreprise? Pourquoi tu ne deviendrais pas auto-entrepreneur en recherche en sciences sociales? Waouh! Ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Je suis toute seule, j'ai pas d'équipe. Donc évidemment, je me retrouve à répondre à des appels d'offres minables. Il faut que je puisse faire ça toute seule, dans des conditions vraiment très restreintes. Donc je me retrouve à répondre à des appels d'offres vraiment nuls, dont une demande d'une MJC qui me demande d'aller rencontrer des habitants d'un quartier populaire et de les interviewer sur leur vie dans ce quartier, s'ils se sentent bien, etc. Alors, j'ai un panel de 5 personnes qui m'est imposé par la MJC. Je pense qu'ils sont dans un dispositif quelconque où il faut les occuper, donc il faut que j'interviewe ces 5-là. Bon, d'accord. Alors, je suis pas bien quand même, hein. Ça fait un moment que l'université m'a rincée. Je suis dans des états d'anxiété, je supporte plus grand chose, mais bon, il faut faire ce job. Un des premiers entretiens, c'est avec une dame, on est dans un quartier populaire, avec plein de mixité, et je me prends 2 heures de haine contre l'arabe d'à côté, le noir qui fait trop de bruit. Et je sors de là en me disant, je n'ai pas fait de la socio pour ça, moi, je voulais changer le monde, participer à la justice sociale, tout ça, ok, bon. Mais bon, je suis sociologue, je suis censée écouter de façon neutre ce qu'on me raconte. Un deuxième entretien de cette enquête,
c'est avec une dame très gentille, sympathique, qui me raconte sa vie dans le quartier, tout va bien, puis son mari rentre à la fin de l'entretien, on boit un petit café, c'est sympa, on papote, on discute, et je ne sais pas comment, de fil en aiguille, je me retrouve avec sous le nez des photos coquines de ce petit couple qui ont des pratiques. Alors le dimanche, au lieu d'aller se balader, ils ont des vêtements un petit peu friolents et ils se prennent en photo. Et je comprends rien, je suis très gênée, je dis au revoir, j'essaie de me barrer de là. Et je sors de là en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Ça n'a pas de sens. Il faut que je rédige un rapport. Alors, quand on est sociologue, on anonymise les entretiens. C'est une règle obligatoire. Donc, madame aurait dû s'appeler Madame A, l'autre dame aurait dû s'appeler Madame B. Sauf que là, je suis tellement fatiguée, j'en peux tellement plus, que je vais leur donner un petit surnom. Moi, ça me fait du bien. Et du coup, je déverse. La première, elle va s'appeler la vieille facho, et la deuxième, elle va s'appeler la petite cochonne. Bon. Donc quand je fais mes analyses d'entretien, la petite cochonne, je la mets dans tel casque, quand elle a dit ça, voilà, c'est de l'analyse. Et je rédige mon rapport, et je le rends au directeur de la MJC, qui l'ouvre devant moi, parce que voilà, il est un petit peu en travers. Alors pour moi, je suis censée avoir effacé tout ça, évidemment, hein, je dois faire ça, c'était ma soupe, quoi. Sauf que il est en train de lire, il est en diagonale, et il lit les indicateurs sociaux présentent que la vieille cochonne... C'est un acte manqué, hein. Je suis liquide, je vole, je lui prends des mains le truc. Je rature, il ne faut pas que ça se voit, il ne faut pas qu'il y ait de traces. C'est la honte absolue. Je vais rentrer. Cette anecdote, je la partage avec vous aujourd'hui. Il y a vraiment des années qui sont passées. Vraiment, c'est ma plus grande honte professionnelle. C'est ma plus grande honte. J'ai mis des années à raconter ça. Il a fallu que j'en parle d'abord à une coloc qui a vraiment rigolé pour qu'elle me dise « Eh oh, redescends ». Et surtout pour qu'elle me dise « Mais tu te rends compte en fait que c'est du sabotage, mais c'est pas pour rien ». Moi, le choix de la sociologie, il s'ancre aussi dans mon enfance, dans ma relation à ma grand-mère qui m'a fait écouter les autres. Et ce qui me plaisait dans la socio, c'était que j'allais faire des entretiens, que j'allais écouter les gens avec respect. Et là, pour la première fois, dans cette précarité-là, j'avais plus de respect. Et c'est le moment où j'ai décidé que je ne ferais plus de sociologie. Ouais, on a bien craqué toutes les trois. Moi, avec mon épuisement professionnel. Et puis, voilà, on s'est bien fait mal avec le travail. Mais en fait, on n'est pas plus fragile que les autres, Manu, Caro et moi. Ça, c'est... le pouvoir qui essaye de nous faire croire que si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on met trop d'énergie, on n'est pas assez dans la distance professionnelle, on a trop d'affect, enfin tous ces trucs-là. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe, on n'est pas des personnes fragiles. Ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un tas de systèmes et de conditions qui font qu'on en arrive là. Et que, par exemple, il y en a un qui est hyper important et dont on n'a pas forcément connaissance comme ça quand on va au travail tous les matins, c'est le mode de financement des associations. Les associations... les établissements médico-sociaux, c'est souvent des établissements qui sont sous le statut associatif. Et il y a eu quand même beaucoup de changements dans le mode de financement des associations. Tout le monde sait d'où ça vient, le statut associatif, la loi 1901. Voilà, c'était Waldeck-Rousseau qui a proposé cette loi qui permet la création des associations, mais il n'a pas fait que ça, ce monsieur. 17 ans avant, c'est lui qui avait fait passer la loi pour autoriser les syndicats et les organisations professionnelles. Donc ça ne s'inscrit pas dans n'importe quoi. Aujourd'hui, les associations, c'est un peu plus de 2 millions de salariés, c'est 17 conventions collectives, c'est à peu près presque 7% de la population, de la masse salariale du secteur privé. Donc ça représente pas, c'est quand même pas rien, quoi. Les assos aujourd'hui, elles sont financées essentiellement parce qu'elles jouent un rôle majeur dans la gestion des politiques publiques, mais ça n'a pas toujours été le cas. Elles œuvrent dans plein de secteurs, elles œuvrent dans l'éducation, dans l'insertion, dans la formation professionnelle, dans la santé, dans
le médico-social, enfin, dans l'action sociale, dans la défense des droits. Enfin, c'est des domaines qui concernent tout le monde. À la Troisième République et après-guerre, en fait, ça vient du fait que l'État, il a publicisé des domaines d'activité. Quoi? Alors, Il fait de la publiciser, non, il n'a pas fait de pub. Ah. En fait, publiciser, c'est l'inverse de privatiser. C'est-à-dire qu'il a pris à sa charge des domaines qui auparavant étaient gérés par du privé. Notamment le handicap, par exemple. Les gamins handicapés, on les mettait chez les bonnes sœurs parce que, voilà, on les cachait, c'était Dieu qui avait, enfin, je sais pas quoi. Du coup, c'était pas du tout dans l'espace public. Mais à la Troisième République, l'État, il considère que ça, c'est des domaines qui concernent tout le monde et il le prend sous sa coupe. Mais c'est pas simplement parce que c'est du commun qui fait ça, c'est aussi ça qui permet de structurer et de professionnaliser le secteur. Et les structures sociales et médico-sociales, elles ont été structurées dans ces moments-là. Dans les années 80, il y a des lois de décentralisation, ce qui veut dire que l'État, en fait, il donne des compétences qu'il assume à des collectivités territoriales. Donc, il décide de déléguer, par exemple, les transports, l'action sociale, le logement, enfin, il y en a quelques-uns comme ça, à des départements, des régions, des communautés de communes. C'est plus lui qui va s'en charger. Et ces collectivités territoriales-là, comme elles n'ont pas forcément les compétences pour assurer ces missions-là, elles sous-traitent auprès des associations. Mais en même temps qu'elles sous-traitent, elles donnent aussi les moyens que l'État leur a octroyés. Elles financent aussi les moyens pour que les associations arrivent à réaliser leur mission. Jusqu'ici, tout va bien. Franchement, ça va. Et puis, dans les années 2000, il y a le New Public Management qui arrive. Ah. Et ouais. Et là, c'est un peu la cata parce que du coup, on passe plutôt dans une relation fournisseur-client, quoi. C'est-à-dire que l'État, il met en concurrence, à partir d'appels à projets, des associations à but non lucratif, des entreprises privées lucratives, et lui, il choisit entre qui est le moins cher pour donner des sous pour réaliser des missions. Ça change plein de trucs, parce que là où avant on finançait du fonctionnement du poste, et on était sur une obligation de moyens pour réaliser nos missions, on passe sur une obligation de résultat. C'est pas la même chose. Parce que ça veut dire qu'on passe sur une culture de contrat. C'est-à-dire qu'on finance pendant des périodes courtes, à la mission, des choses qui ne se renouvellent pas. Et que tout ça, ça a des incidences très 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 concrètes. Ça change les pratiques. Parce que quand on est obligé d'accompagner, par exemple, pour 6 mois, des personnes vers l'insertion professionnelle, et on va plutôt choisir des gens qui sont déjà un peu plus alertes, parce qu'on sait qu'on va plus réussir à les amener au bout que si on va s'occuper des personnes qui auraient vraiment besoin qu'on les aide. Ça change aussi, on passe beaucoup moins de temps avec les personnes qu'on accompagne, parce qu'on a beaucoup d'administratifs à faire pour rendre compte de l'usage de l'argent qu'on nous a donné. Ça change ces pratiques-là. Ça pose des questions au niveau des conditions de travail, parce que du coup, on va plutôt, comme il n'y a plus de sous pour payer les postes, les associations, elles vont se retourner plutôt sur du bénévolat ou alors sur des contrats précaires, des services civiques, des trucs comme ça. Ça pose aussi une question, ça change aussi le rapport aux politiques, parce que ça change le sens du travail, ça change la culture de métier. Parce qu'en même temps que l'État, il donne une obligation de résultat, il ne s'occupe pas du tout de par quels moyens on va y arriver financièrement, mais par contre, il impose des protocoles très 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 précis, des modes de mise en œuvre précis de là où on doit aller pour avoir le résultat. Du coup, voilà, c'est en train de bousiller tout le secteur associatif, et c'est aussi pour ça qu'on commence à aller vers du travail gratuit, parce qu'il n'y a pas le choix. On n'est plus financé sur du fonctionnement et du salaire. Mais ça dont tu parles, la démarche qualité, c'est vraiment alors l'illustration, c'est la rationalisation technocratique. Alors un technocrate, c'est quelqu'un qui a jamais foutu les pieds sur un terrain, mais qui sait que la technique, c'est quand même mieux que l'humain. Ces gens-là, ils sont atteints de cantophrénie. Alors de Gaulle qui dit que la cantophrénie, c'est une maladie qui consiste à tout transformer en chiffres. Voilà. Et eux, ils raisonnent en coûts. Donc il faut réduire les coûts. Voilà. Et pour réduire les coûts, il y a la technique. Et la technique, en fait, on peut savoir, la technique, c'est objectivable, vous voyez, c'est quantifiable. Donc on va faire des grilles de cotation, on va faire des reportings, on va faire... voilà. Et tout ça, en fait, ça n'a pas de sens, parce que, surtout dans nos métiers où on travaille essentiellement avec de l'humain. Mais c'est aussi
une manière de nous invalider. Bah oui. Moi, vous voyez, ces gens-là, en fait, la fenêtre, ils l'ont murée. Vous vous souvenez? Quand on vous jette par la porte, vous rentrez par la fenêtre. Et bien là, la fenêtre, elle est murée. Et au final, le problème, c'est pas tant que moi, on me jette par la porte, c'est que je peux même plus faire rentrer la personne que j'accompagne par la fenêtre, quoi. On reste sur le carreau. Bon, là on parle de nos petits milieux associatifs, mais dans New Public Management, il ne faut pas oublier qu'il y a management et que c'est quand même bien d'abord par le secteur industriel, productif, que c'est rentré tout ça. C'est d'abord la classe ouvrière qui a été attaquée, qui a été destituée de son métier. Les horlogers dont je parlais tout à l'heure, c'est des gens qui exerçaient jusque dans les années 60-70. Aujourd'hui, plus personne n'a ce discours-là, y compris dans l'industrie. Donc en fait, on est dans des processus qui remontent à très très loin. La désappropriation du métier, c'est dans nos secteurs, mais en fait, on a 100 ans de retard. Enfin, c'est arrivé dans les usines, c'est avec Taylor, avec le Fordisme, on a déjà volé les métiers aux travailleurs. Et on continue dans le tertiaire, en fait, c'est pas nouveau. Ce qui n'est pas nouveau non plus, c'est cette précarisation. Alors oui, c'est typique du monde associatif. C'est vrai que c'est un monde où, alors là, pour le coup, les contrats précaires, ils sont pléthores. Tu as parlé des services civiques. Le service civique, enfin, pardon, mais on est déjà dans du travail gratuit. C'est pas demain le travail gratuit, on est déjà dedans. Les heures qui sont données pour c'est quoi? C'est 300 balles, c'est 400 balles. Sans cotisation. Sans cotisation, en effet. Donc là, vraiment, c'est pas quelque chose de... Enfin voilà, on est dans un processus. Et la gratuitisation du travail, c'est quelque chose qui fait suite à la désappropriation de nos métiers et au fait aujourd'hui de plus rémunérer ce qu'on sait faire. Là, les filles, j'ai une transition à faire. Hein. Ouais, je crois. Et c'est laquelle? C'est la 5. C'est la 5. Pas encore Ah, au collectif. Eh oui, évidemment. Parce qu'on se dit, ok, on a détruit nos métiers, on a détruit nos savoir-faire, on nous prend ça, mais bon, on va pouvoir encore se défendre. Ok, on est dans un bain néolibéral, on se fait attaquer sur nos savoir-faire, etc. On a des contrats précaires, mais si on se tourne vers le collectif, on va peut-être encore pouvoir s'en sortir, quoi. Donc nous, on va... moi je te dis, hop, hop, hop. Ah, c'est pas ça qui se passe. Merde. Les faisceaux chauds. Ah, Ah, il y a eu attends. quoi? Chez Peugeot. À Sochaux, il y a eu Sochaux, quoi? parce que Sochaux, Non, dans l'association où je travaillais. fait Sochaux, je Je connais vois. pas. Vas-y, Donc raconte. je vous parle du harcèlement, je vous parle du conflit, je vous dis qu'on est 3 éduques, une secrétaire et une directrice. La secrétaire, avec qui elle fait alliance d'après vous? Avec la directrice. Eh oui. Avec la direction. Parce qu'elle est en contrat précaire et qu'elle espère bien garder son contrat. Et donc, plutôt que d'être dans la lutte des classes, elle va faire une alliance contre nature pour la lutte des places. Hein, la lutte des places, ce n'est pas spécialement des gens qui s'occupent de ce qui se passe autour d'eux. En fait, ce qui est intéressant pour eux, c'est de garder leurs faisceaux chauds. Ah, les faisceaux chauds. Ça, c'est dans le principe, finalement, que décrit la Boétie quand il écrit le traité de la servitude volontaire. Il explique qu'en fait, on est tous dans une forme de soumission, finalement, à l'autorité qui est volontaire, qui est on se soumet avec notre consentement. Et Marcel Conche, le philosophe, dit que oui, ok, mais ça, c'est pas possible s'il n'y a pas une chaîne de servitude volontaire. Et donc, ce qu'il explique, c'est s'il y a un tyran, et puis qu'il est tout seul, il ne va pas pouvoir tyranniser, en fait, toute la population. Donc, il faut bien qu'il y ait des tyrannos, des petits tyrans. Petit tyran. Et les tyrannos, s'ils sont tyrannisés aussi, quand même, ils peuvent tyranniser un petit peu, quoi. Et donc, en fait, ça leur donne une forme de pouvoir. Alors, à votre avis, elle a gardé son contrat, la secrétaire? Non.
Ouais, moi aussi, j'essaie de faire appel au collectif juste avant de faire mon épuisement professionnel. Dans la structure dont je vous parlais tout à l'heure, ça se passait de plus en plus mal parce que la direction, elle répondait plus jamais à mes projets. C'est-à-dire que moi, j'étais animatrice de l'atelier jardin et l'atelier jardin, ça consistait pas seulement à planter des légumes avec des personnes handicapées, c'était aussi faire en sorte que ces gens-là qui fréquentaient l'atelier, ils puissent décider collectivement de ce qu'on y faisait. Donc les amener à débattre, à prendre des décisions, à s'organiser, quoi. C'était ça mon travail, en fait. Et du coup, je pouvais travailler que quand eux, ils proposaient des choses et qu'on était allé au bout de la proposition. Et ça faisait des mois et des mois que quand on posait un projet sur le bureau de la directrice, on avait 0 réponse. Alors elle disait pas non, mais elle disait pas oui non plus. Ça a traîné un peu, puis avec mes collègues des autres ateliers, on a décidé de lui faire un courrier en lui disant en fait c'est pas possible, je peux pas travailler comme ça, on comprend pas bien quelle est votre stratégie là, ça sert à quoi, enfin il faut faire quelque chose, vous devez nous donner des réponses, puis ça a pas marché. Moi, j'étais de plus en plus en colère, je dormais de moins en moins bien, ça commençait à être vraiment très pesant. Alors un soir, je rentre chez moi et puis je me mets devant l'ordi et puis j'écris. J'écris tout ce qui m'arrive depuis des mois dans cette boîte-là. J'écris tout ce qu'elle me fait subir. J'écris que elle m'oblige à respecter des procédures qu'elle ne demande pas aux autres de respecter. Et quand j'ai un nombre suffisamment important de pages, je mets ça dans une grande enveloppe craft. Et le lendemain, je vais porter ça au DP de la boîte. Il bosse aussi dans mon équipe. Il est pas sur... Ah oui, pardon. Un DP, c'est un délégué du personnel. Donc voilà, qui est censé défendre les intérêts des salariés auprès des directions. Du coup, pardon? J'ai dit censé est un mot important. Oui, enfin c'est sa mission, quoi. Du coup, je lui donne mon enveloppe et je lui dis, j'aimerais bien, je pense que c'est bien que tu la lises et que tu la fasses passer au CHS. Tu la donnes, ton enveloppe? Mais non, c'est après que je te la donne, mais je te la donne. Si tu veux. Je vais revenir te voir. Ne t'inquiète pas. J'espère bien. Mais oui, je ne t'ai pas oublié. Donc, je lui donne l'enveloppe et je lui dis, j'aimerais bien que tu la fasses passer au CHSCT, donc c'est le comité hygiène santé au travail. Sécurité au travail, santé, sécurité au travail. Et c'est là où, en fait, on discute de l'environnement professionnel, de savoir si les salariés vont bien, la direction, elle est responsable de la santé au travail, et c'est là que ça se discute du côté de la revendication salariale. Voilà. Et puis, le lendemain, je repasse au bureau, et puis je vois que mon enveloppe, elle est toujours dans sa bannette. Alors, je vais le voir, puis je lui dis, pardon, excuse-moi, je te dérange là? Non, encore une fraîche. Ok. C'était juste savoir si tu avais pu lire mon courrier, puis quand est-ce que tu allais le faire passer en fait. Ouais, non, mais là, j'ai pas le temps. Et en fait, c'est le lendemain que j'ai pas réussi à me lever pour aller travailler. Parce que je crois que ce que j'ai intégré là tout de suite, c'est que j'étais vraiment toute seule. J'avais pas de collectif autour de moi. En même temps, je ne sais pas trop ce qu'il en aurait fait le CHSCT parce que je ne sais pas si les organisations syndicales, en ce moment, elles ont le pouvoir de s'opposer au management violent qu'on nous impose partout. C'est ça qui s'appelle. Ah, pardon. Tout ça, c'est dégueulasse quand même. Non, j'ai pas fini. C'est pas fini. Ah, t'as pas commencé J'ai pas commencé, moi. Je croyais que c'était des carreaux. Ah, mince. Le collectif. Alors moi j'y ai cru aussi au collectif. J'étais à la fac, j'étais à l'université dans une équipe de travail, dans un laboratoire de recherche. On est tous collaborateurs, on s'entend tous bien, on est une grande famille. Il y a des profs, il y a des maîtres de conf, il y a des doctorants, il y a des étudiants. Allez, on est tous ensemble, on fait de la socio. Bon, on se rend des petits services. Alors c'est plutôt les doctorants qui rendent des services aux profs et aux maîtres de conf. Il y a la carotte, si vous voulez, il y a un objectif, c'est qu'il va falloir atteindre cette thèse, l'obtenir, et ces gens-là, mais c'est en toute amitié, bien sûr. Donc, j'ai une bonne copine qui est maître de conf, maître de conférence, voilà. De temps en temps, je garde ses enfants, mais gratuitement. Mais voilà, on est copines, quoi, on se rend des services. Et puis,
Bon, un jour, voilà, elle me demande de garder ses enfants le samedi suivant. Et ce jour-là, exceptionnellement, je dis non. En général, on dit oui. Quand on est précaire, on dit oui à tout. Mais là, je dis non, ça ne m'arrange pas, j'ai pas envie. Je ne sais pas pourquoi, je dis non. Et là, elle se tourne vers moi, mais vraiment très simplement. Et elle me dit, tu sais quand même que c'est moi qui m'occupe des recrutements l'année prochaine. Ah, ok. D'accord, je viens de comprendre. La logique du collaborateur, on est tous dans une grande équipe, c'est donc bien pour nous faire oublier le lien de subordination, les rapports de pouvoir, les rapports d'exploitation. Ok, d'accord. Ok, ça j'ai compris. J'ai mis du temps. Hein. J'ai à nouveau une transition, hein, c'est bien. Vous m'aidez les filles. Ouais, sympa, merci. sympa, tout va bien. Merci. Et donc, C'est dégueulasse tout ça, Manu. non, c'est pas dégueulasse, c'est Ah, organisé. Ah bah voilà. Et c'est ça. Non mais voilà, c'est que c'est organisé. Non mais on pourrait se dire, ah ben on n'a pas eu de bol, elle était pas gentille ma collègue, et puis toi t'es tombé sur la mauvaise secrétaire, Oui, et puis toi t'es tombé sur le mauvais DP. Ben non, en fait c'est pas comme ça que ça marche. C'est une organisation qui se structure depuis mai 68. Ouais. Mai 68, c'est un moment qui va vraiment transformer le monde du travail. Pour la raison suivante, c'est que mai 68 a fait trembler le patronat. Pendant 3 semaines, le pays a été bloqué, plus de production. Les collectifs d'ouvriers, d'étudiants bloquent le pays. Et là, le patronat, il se dit, bah, c'est fini. Le capitalisme est en train de se casser la gueule. On va perdre nos avantages, on va perdre notre place. Et donc, ils vont se mettre au boulot, juste derrière. Aux assises de 1972, à Marseille, le CNPF, qui est l'ancêtre du MEDEF, va mettre à l'ordre du jour le fait d'organiser la destruction des collectifs. Ben ouais, parce qu'ils ont capté que pendant mai 68, ce qui a fait tenir la lutte, ben c'est les collectifs. C'est pas pendant mai 68, c'est que ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ça fait 30 ans que la classe ouvrière se structure dans la défense de ses intérêts. Ça fait 30 ans qu'elle se renforce, elle a une identité, elle est puissante. On se pense en classe, on se pense comme une classe avec des intérêts propres. Et là, eh bien, le patronat comprend qu'il faut déstructurer cette classe. Et il va s'attaquer par deux entrées. Le patronat il va s'attaquer aux syndicats. Il va s'attaquer aux syndicats de façon assez sournoise, non pas en lui déclarant la guerre ouvertement, hein. Il va l'inviter à prendre place à côté de lui. Il va l'inviter à la négociation collective. Il va l'inviter au dialogue social. Oh ben oui, on va faire des belles choses. Avant ça, à Morlaix, on a une maison du peuple avec des syndicats qui se réunissent en intersyndicales régulièrement. C'est ça qui fait l'émulation autour de cette culture de classe. Mais petit à petit, en faisant rentrer le syndicat dans l'entreprise, enfin quand même, aujourd'hui, on a du mal à envisager que le syndicat n'était pas dans l'entreprise avant mai 68. Il va y rentrer, il va prendre place à la négociation, et puis toute la réforme du Code du travail qui existe depuis 30 ans, ce n'est que abolir la puissance des syndicats à l'intérieur des entreprises. On est passé d'accords interprofessionnels à des accords de branche, et aujourd'hui, ce qui prime avant tout, c'est les accords d'entreprise. Mais vous imaginez bien que avoir un rapport de force entre une intersyndicale et une fédération qui va réunir des milliers de travailleurs et un rapport de force à l'intérieur d'une petite entreprise de 50 personnes où tu as un DP, 3 syndiqués qui vont aller se cogner le patron, ça va plus marcher. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, les syndicats, on ne va pas du tout cracher sur le boulot qu'ils font. Mais ils font un boulot, c'est des petits pansements, parce qu'ils n'ont plus de puissance. On est passé de 30% de syndiqués à moins de 7%. Donc cette attaque-là, elle est bien tordue, et elle va fonctionner. L'autre attaque, elle est bien tordue aussi, parce que c'est une attaque contre les collectifs de travail, contre les métiers, contre les groupes de métiers. Et ça, c'est pareil. Les revendications pendant mai 68, c'est quoi? C'est plus d'autonomie, plus de liberté dans le travail. Ah, mais on va vous en donner de la liberté, on va vous en donner de l'autonomie.
D'abord, on va individualiser vos horaires de travail. Génial. Les syndicats peuvent plus tracter. Si tu peux arriver entre 7h et 9h, c'est fini. Il n'y a plus de puissance syndicale. Donc, on va avoir cette stratégie-là. Et puis, le management dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un mode de gestion du personnel. Il va passer d'une gestion d'équipe, de collectif de travail, à qui on donne des objectifs communs, à des gestions individuelles de carrière. On va passer à des bilans individualisés. On va passer à une mise en concurrence organisée des travailleurs au sein des mêmes équipes. On va donner des primes. On va donner des dossiers différents. On va faire disparaître de plus en plus les temps d'analyse de pratique, les temps de travail collectif. Tout ça va disparaître dans l'organisation du travail. Alors, disparaît plus ou moins, il y en a encore un petit peu, mais par rapport à avant 70, mais c'est peanuts. Donc, la puissance de ce management actuel, c'est de déstructurer les collectifs de travail. Donc, c'est pas anodin, en fait, qu'on trouve pas de réconfort et d'aide dans les collectifs. Ils n'existent plus. Ils n'existent pas. Ils ont été pétés. Et Ça favorise la lutte des places. c'est la lutte des places à tout va, effectivement. C'est chacun sa peau. Et là, j'allais dire un truc. En fait, je vérifie, hein, si je suis au bon endroit. Oui. Tu vois ça c'est ça? Oui, c'est au bon endroit. On est au bon endroit. Bon, en fait, en tout cas, là où on en est, nous, dans notre parcours, là, on vous a montré un peu notre parcours. On a cru au travail. Bon, ça marche pas. Enfin, nos métiers, on nous les pique. On a cru au collectif. Bon, comme tout le monde, on devient chômeuse. On est éjecté. On est éjecté, quoi. On n'a plus de place. Ouais. Donc, on se retrouve chômeuse. Ouais. Bon. Pourtant, ils y vont pour nous remettre au boulot. Hein. Ouais. Ils manquent pas d'idées, quoi. Vous voyez, c'est Ouais. pas. Ah oui, du coup, on Ils pointe. bossent, hein, On ils pointe bossent. à France Travail, Travail. enfin, à Pôle emploi à l'époque, on pointe. Oui, Eux, ils bossent. Eux, ils bossent. Ouais. Et puis, ils ont des idées. Ils ont plein d'idées. Moi, la semaine dernière, j'ai reçu un mail, je ne vous l'ai pas dit, j'ai reçu un mail de ma conseillère Pôle emploi, enfin France Travail, pour me demander, pour me dire que j'étais invitée à 50 minutes de chez moi en voiture à faire de l'athlétisme. Alors l'idée c'est qu'on se retrouve patron et chômeur. Alors eux ils disent pas patron, ils disent employeur. Moi je dis patron. Sur le stade à 50 minutes de chez moi là-bas, mais habillés comme tout le monde. On ne sait pas qui est qui. Eux ils sont pas en costard et moi je suis pas en sarouel et on fait de l'athlétisme ensemble. Non mais c'est vrai hein. Et ça permet que l'après on puisse passer des entretiens d'embauche où on est hyper détendu parce qu'on a partagé un truc, on sent tous bon la sueur sous les bras tout ça. Et eux en plus de ça ils peuvent évaluer mes compétences. Ton endurance. Moi aussi, je crois. Moi j'y suis pas allée. Hein. Moi, j'ai eu une proposition ping-pong. Ouais. Voilà, je pouvais aller faire du ping-pong avec les recruteurs. Et là, j'ai regretté en fait que ce soit pas pétanque. Parce qu'une bonne grosse boule de pétanque là. Bon, et on a envie de vous poser la question, nous, vous, alors, est-ce que vous avez eu des propositions saugrenues Il y a des personnes au chômage là? Il y a des chômeurs, chômeuses? Oh, radier, carrément. Ah, bravo. Radier. Il y a des chômeurs, chômeuses? Bah non, il est radié. Waouh. Ah, Un peu. alors. Des propositions Du comme ça, RSA. formidables. Un contrôle, moi. Ah ouais, ça, c'est pas c'est moins drôle. drôle, Ouais, là. oui, ça c'est pas drôle. Ouais, là, c'est pas marrant. Ils ont pas fait croire que c'était une visite surprise. Non. Moi, on m'a proposé un job dating, donc c'est comme un speed dating, mais j'ai 5 minutes avec le recruteur pour voir si... S'il te convient. Ouais. si- Si ça match, ça match, Je crois que c'est pour voir si je lui conviens. peut-être. Pour le séduire. Non, parce que sinon ils ont inventé un truc super aussi. Ah ouais, alors il y a eu quelques temps, là, ils sont innovants, hein, pour le coup. Vous savez, l'émission The Voice, ça vous parle? C'est des chanteurs qui écoutent à l'aveugle des personnes qui viennent chanter. Et donc, si ça leur plaît, ils se retournent comme ça, ils ont un buzzer, et il y a des lumières qui paillettes. s'allument, des paillettes, Je machin. te veux dans mon équipe. Voilà, dans mon équipe. Alors ça s'appelle This is the Voice. Mm. Bon, c'est le sous-titre de Voice. This is the Voice. Eh bien, dans des agences de Pôle emploi, il y a quelques temps,
Ils ont vraiment recréé ça avec des employeurs, des recruteurs, qui étaient derrière des tables, qui avaient des buzzers, et tu avais des personnes qui candidataient en face d'eux. Derrière eux. Bah oui, en fait, Parce en qu'ils leur face, tournent le dos, ils leur quoi. tournaient le dos. Ouais. Et si la candidature les convainquait, ils se retournaient et ils buzzaient eux aussi. Donc eux, ils avaient appelé ça, attention, donc comme ils avaient appelé ça. This is a job. Bon, évidemment, Oui. tant mieux, je sais pas combien de temps ça a pris, mais quand même les syndicats de chômeurs et quand même de Pôle emploi ont relevé que c'était pas possible en fait. Enfin ça va, c'est pas les jeux du cirque en fait, la question de l'emploi, enfin surtout aujourd'hui quoi, vu les injonctions qu'on a, on va arrêter de faire comme si c'était du divertissement et un jeu et que les gens vont s'amuser à aller chercher du taf quoi. C'est pas ça qui se passe. Ouais, puis c'est pas, en fait, c'est pas tes compétences qui sont évaluées. C'est vraiment la capacité qu'on a, nous, chômeurs et chômeuses, à se vendre. Ouais, c'est ça maintenant l'enjeu. Mais C'est- et quand ils n'ont pas des idées à la con, comme ça, ils passent par des boîtes privées. Ah oui. Ils sont bien aussi. Et donc, moi, j'ai eu cette chance donc, de devoir, hein, vraiment, d'être contrainte de réfléchir à ma reconversion professionnelle. Et donc, on m'a orientée sur une boîte privée aussi comme ça, qui m'a fait faire un test de personnalité pour savoir vers quoi il fallait que je m'oriente. Et donc, après une première rencontre comme ça, on m'a invité à me connecter à la plateforme et puis à remplir ce test de personnalité qu'on allait débriefer par téléphone. C'est chouette. J'ai compris pourquoi après. Sur le coup, je me suis dit, bon, après Covid, tout ça, tu as peut-être pris mauvaises habitudes. Mais peut-être pas. Donc en fait, je me retrouve devant mon ordinateur. J'ai deux possibilités, deux affirmations, et il faut que je coche celle qui me convient le plus, qui me ressemble le plus, ou qui ressemble le plus à mon comportement habituel. Alors si vous êtes joueur un peu, je vous invite à répondre à quelques questions du test. Ça marche ? Ouais. Alors, vous devez choisir entre les deux. Celle qui se rapproche le plus. Hein. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix de dire « ne se prononce pas Ah oui, non. ». C'est minuté. Donc, il faut aller vite. Pas le temps de réfléchir. Spontané. Spontané. Alors, ça ne me dérange pas de respecter les règles ou j'aime bien demander l'avis des autres avant de décider. Qui l'a une ? Ah, là, les règles. Qui respecte les règles ? Bravo, madame. Qui demande l'avis des autres avant de se décider ? Ouais. Je garde la tête froide dans toute situation où je pense qu'il est important de bien se conduire. La tête froide, levez la main. Ceux qui pensent qu'il est important de bien se conduire. Il y en a. Je n'ai besoin de personne pour me positionner ou mon bureau est presque toujours bien rangé. Qui se positionne tout seul? Il y en a qui rangent bien leur bureau. J'apprécie la solitude ou j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Les solitaires, les grandes gamelles. Je crée facilement de nouvelles relations ou ceux qui enfreignent les règles m'agacent. Les nouvelles relations, ceux qui sont agacés. Donc voilà, je réponds à ce... Je vais 14 minutes pour répondre à l'ensemble des questions et je reçois 20 pages de restitution. Le truc qui n'existe pas, quoi. Et là, bon, alors accrochez-vous quand même à les personnes qui ont répondu comme moi. Là, je découvre que dans mes ressources motivationnelles, il y a quand même très très peu d'altruisme et pas beaucoup de sens de la relation. Alors je me dis quand même que pour une éduque, c'est un petit peu gênant. Oui, et là quand même le gars me dit, parce que je lui dis au téléphone, et il me dit quand même, oui, bah c'est sans doute que vous n'avez plus envie de faire du social.
Dans mes ressources... Ouais, parce que il est psychologue du travail, donc il sait. Hein. Dans mes ressources interpersonnelles, j'ai pas beaucoup d'empathie. L'initiative sociale, c'est pas terrible. Et l'ouverture d'esprit, c'est en dessous de la moyenne. Je continue à dérouler comme ça. Et là, je découvre que je tolère difficilement les contrariétés, que je traite les autres avec rudesse, que je supporte mal les échecs et que donc je pourrais les imputer à autrui, que j'ai parfois des mouvements d'énervement, que je tolère mal l'ascendant d'autrui, que j'impose ma façon de voir, ça va vous? Que je pourrais être trop enthousiaste, ça c'est mon côté labrador. Enfin bref, bon, je découvre et vous découvrez avec moi que je suis et que nous sommes des sociopathes. Il est super ce test et c'est pas fini, c'est qu'à la fin, il y a le métier qui me ressemble le plus. Bah quand même, c'est pour réfléchir à ma reconversion professionnelle, autant que j'ai des pistes. Hein. Des suggestions? Vendeuse de glace. Vendeuse de glace. Vendeuse de glace. Agent de police. Agent de police municipale. Même pas 7 sur 20. Eh ben non. Poissonnière. Alors, les poissonniers, les poissonnières manipulent quand même des objets tranchants. Hein. Faudrait peut-être quand même faire gaffe, quoi. Bon, je vous rassure, hein, l'explication, elle figure en page 9. En fait, le problème, c'est que nous n'idéalisons pas le travail. Et le problème, en fait, c'est que ce ne sont pas mes qualifications, là, qui sont remises en cause. Non, c'est mon comportement. C'est ça qui est évalué. Ouais. Puis un truc que vous savez pas, parce que Caro, elle le dit pas dans sa conf, ça c'est un truc qu'elle raconte dans sa conf. Ce qu'elle dit pas et que nous on sait parce qu'on la connaît un petit peu, c'est qu'en fait, ça se passe au moment de Noël. Et chez Leclerc, eh ben, ils embauchent des gens pour pouvoir lever les filets des poissons. Donc heureusement que tu n'idéalises pas le travail. Si ça avait été Pâques, j'aurais été à lapin. Ouais. En fait, juste pour les plus jeunes, le traitement du chômage, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Ça va pas de soi, hein, la sanction, l'humiliation. En fait, à la base, d'abord, c'est un droit conquis par la classe ouvrière à quelque chose qu'on appelait du salaire continué. Le chômage, c'était une période de salaire continué, puisque on faisait le choix d'arrêter un temps son activité, ou peut-être on ne faisait pas le choix, mais en tout cas, on avait ce temps pour repartir à l'emploi. Donc, à la base, le chômage, c'est quelque chose. Enfin, le chômeur, il est vu comme une victime. Enfin, quand même, d'abord, il n'y en a pas autant des chômeurs, et donc il est victime d'un système qui ne lui propose pas de travail. L'État, il est engagé, et c'est une donnée constitutionnelle, à assurer de l'emploi à tous, en fait. Et donc, quand il n'en a pas, l'État, il doit s'engager à lui en trouver, à le pourvoir. Donc, historiquement, c'est ça. Mais petit à petit, dans un modèle néolibéral, on va passer du chômeur victime d'une organisation du travail à un chômeur coupable. Et c'est ça qui va permettre de justifier toutes ces sanctions, tous ces contrôles, puisque il va être responsable de la manière de se vendre, de la manière de son comportement, qui correspond aussi à toute la transformation dans le monde du travail, où on n'a plus des savoirs et des savoir-faire, on a des savoir-être. Et donc c'est bien notre comportement qui est évalué en permanence. Donc cette figure du chômeur, là, elle va se transformer comme ça avec le temps. Ouais. Et du coup, nous, on ne fait pas partie des bons chômeurs, je pense que... Ouais. C'est nous, les chômeurs fainéantes. Ouais. Moi, je l'ai vécu, cette transformation. À ma première période de chômage, ma grand-mère, qui est née en 1927 dans une famille de mineurs, donc vous imaginez comment elle s'est éclatée dans sa jeunesse, elle me dit à ce moment-là, ouais,
c'est vrai que c'est pas facile pour les jeunes aujourd'hui. Alors, ça m'a longtemps fait sourire, puis en fait, je crois que maintenant je comprends. C'est qu'en fait, elle a vécu les 30 Glorieuses, elle a vécu la protection sociale, et je crois qu'elle s'imaginait pas du tout s'il y aurait pu y avoir une dégradation. Et donc, je crois qu'elle avait un peu peur qu'on revienne en arrière. Et puis, quelques années plus tard, une autre période de chômage, et là, c'est une copine qui me dit dans la discussion, mais t'as pas besoin de te sentir utile. Alors là, j'aurais dû lui claquer du Hannah Arendt dans sa gueule. J'aurais dû lui dire, mais tu sais que l'hégémonie de l'utilité, c'est ce qui nous ramène au labeur, au registre du vital. Tu sais que l'hégémonie de l'utilité, c'est ce qui fait perdre tout son sens et sa valeur à l'activité, que c'est exactement l'hégémonie de l'utilité qui justifie l'exploitation. Alors là, ça aurait des classes. Ouais. Ouais, bah j'ai rien dit parce qu'en fait, 5 minutes avant, moi je me sentais pas inutile. Et c'est vrai que ce truc de l'inutilité là, que la société elle renvoie, les médias renvoient, c'est pas si simple en fait, parce que même si on sait tout ça, même si on a un peu déconstruit tout ça, eh ben on l'intériorise vachement. Moi j'ai eu 2 périodes de chômage dans ma vie. La première c'était juste après mon épuisement professionnel. Ça va? Ouais, je l'ai bien dit. Mon épuisement professionnel. Et vraiment, ça a été un moment où j'ai pris du temps, où j'ai pris le temps de me retaper. J'avais besoin de vraiment reprendre confiance en moi, j'avais besoin de faire des trucs pour moi. J'ai commencé à beaucoup écrire, j'ai eu le temps de faire la cuisine beaucoup, de partager des repas avec les copains. Enfin, j'ai vraiment pris ça comme un moment où je me reconstruisais et où voilà, c'était normal quoi. Je me sentais absolument pas coupable. Tout allait bien quoi. Puis 6-8 mois après, j'ai rebossé, j'ai repris un contrat dans une association qui faisait de l'insertion socio-pro. Vraiment, j'avais aucun scrupule à ça. Et puis là, depuis 2 ans et demi que je suis au chômage, alors que je travaille tout le temps de manière gratuite, c'est pas du tout la même histoire en fait. Je me sens tout le temps dans l'insécurité. J'ai tout le temps peur que si je suis pas dans mon bureau de 8h à 18h, je vais lâcher. Il y a un truc qui va se passer et je pourrai plus jamais y aller bosser en fait. Que je vais m'effondrer, que j'aurai plus la niaque. Que en fait, c'est tellement pas sécure que si je m'arrête, tout va s'écrouler, j'aurai plus jamais de quoi subvenir à mes besoins. Voilà, je vais vivre une mort sociale. C'est sûr que je suis pas assez costaud en fait pour gérer ce truc-là. Si j'y vais pas à fond, je vais pas y arriver quoi. J'ai un peu réfléchi quand même à ce qui s'était passé parce que je crois pas que j'ai beaucoup changé. Enfin, ça dépend où, comment, mais dans ma tête, je veux dire. Mais en tout cas, j'ai compris que ce qui s'était passé, c'était 10 ans, simplement 10 ans de réforme en fait. Simplement 10 ans où on a complètement bousculé les règles de l'assurance chômage. Je veux dire, Macron, là, depuis 2017, il n'arrête pas. En 3 ans, il y a eu 3 réformes. Et toutes ces réformes-là, elles font que mettre de l'insécurité. Les indemnités, elles changent selon la période. S'il y a beaucoup d'offres d'emploi, c'est super parce qu'il y a du travail, donc on baisse le temps d'indemnisation. Si le marché de l'emploi redevient favorable, alors on ne sait pas un peu quand c'est parce qu'il bidouille les taux, il n'y a plus besoin d'indemniser les gens autant de temps. Mais c'est tellement, ça bouge tout le temps. Avant, on devait bosser 4 mois sur 24 mois pour ouvrir des droits. Maintenant, c'est 6 mois sur 18. Et puis ça dépend des catégories. Avant, là où on pouvait cumuler ses droits sur toute la période où on avait travaillé pendant les 2 ans, c'est-à-dire si j'avais bossé 2 mois là, puis pas 3 mois, puis encore 2 mois, mes droits ils étaient calculés sur 4 mois de travail plein. Maintenant, non, on va pondérer, on va aussi compter les périodes d'inactivité. Ça veut dire que c'est les périodes où on n'a pas de salaire en fait. Et donc ça veut dire que nos indemnités elles baissent. Et c'est tout le temps comme ça en fait. C'est de l'insécurité permanente et ça pousse au cul en fait, je veux dire on n'est jamais tranquille avec ça, on n'est plus dans un droit, on est tout le temps dans l'obligation de faire tout vite pour pouvoir retrouver un emploi rapidement quoi. Ouais, en plus ça repose, en plus ces réformes elles reposent sur l'arnaque du plein emploi. Alors là c'est sorti des cartons, je sais pas pourquoi, en 2017, 2018, tout d'un coup on retombait dans le plein emploi. On est dans du chômage de masse depuis 30 ans, 40 ans, et là, on retrouvait le plein emploi. Bon, on retrouvait le plein emploi dont on parlait avant 1970, c'était 400 000 chômeurs. Hein.
Le plein emploi d'aujourd'hui, c'est 7 millions de chômeurs, si on ajoute catégorie A, B, C. Je vois pas trop où il est le plein emploi. Et donc, ça joue là-dessus. Et donc, c'est ces trucs-là qui vont faire que il y a plus de propositions d'offres sur France Travail. Donc, on va te baisser tes allocations. Enfin, bon, c'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque, d'autant que on est... En fait, de se retrouver dans ces situations, on est obligé de gérer de la précarité en permanence. Quand nous, on est rentré sur le marché du travail, le marché de l'emploi, eh bien, on nous a vendu que des périodes de précarité, on allait en connaître, mais qu'elles n'allaient pas rester, qu'on allait trouver de la stabilité derrière. On allait avoir un contrat en CDD, 2 peut-être, mais que derrière, on aurait un emploi stable, on aurait un CDI. Aujourd'hui, des sociologues comme Damien Sauze ou Nicolas Roux, ils disent qu'en fait, on est dans de la précarité permanente et que quand on est précaire, on est obligé de gérer nos carrières de précaires. Enfin, tu vois quand même, on n'est plus dans des carrières de travail, on est dans des carrières de précarité. C'est un métier. Hein. Et ouais, mais c'est un vrai métier, c'est ça qu'ils expliquent. Ils nous disent, mais en fait, aujourd'hui, gérer sa précarité, c'est gérer sur 3 temps. C'est à court terme, à moyen terme et à long terme. Quand tu dois gérer ta précarité, c'est gérer d'abord ton contrat de travail, celui que tu viens de choper, là, ton CDD de 3 mois, de 6 mois, qui va te donner un emploi du temps particulier, qui n'est pas celui que tu avais avant, sur un autre poste, ou sur ton chômage, ou sur ton RSA. Donc, il faut t'organiser. C'est un mode de vie, il suffit que tu aies des mômes, donc tu es dans cette urgence-là. Et puis, on te met la pression, parce qu'il va falloir anticiper sur le contrat suivant. T'as que 3 mois, t'as que 6 mois, et c'est quoi après? Qu'est-ce que tu vas faire après? Et en plus, comme maintenant, on te fait des calculs à la con, eh bien, tu vas pas avoir le temps de chercher. Donc, il faut anticiper pendant que tu es au travail. Ton prochain contrat, c'est ça le moyen terme. Tu gères ta carrière à moyen terme. C'est quoi la suite? Et puis, tu gères ta carrière à long terme parce que, ok, ta précarité, t'es dedans, mais tu te dis, allez, dans 5 ans, je serai où? Est-ce que j'en serai sortie? Et donc, tu es aussi à te projeter dans cette précarité à 5 ans, à 10 ans. Donc, on passe notre temps, en fait, à gérer des carrières. Et comme tu dis, c'est du travail, c'est un métier, quoi. Envoyer des CV, faire des lettres de motivation. Enfin, on te demande aujourd'hui des trucs abracadabra. Enfin, il faut balayer. Enfin, nous, quand on candidatait il y a 30 ans, tu avais 3, 4 candidatures. Aujourd'hui, il faut balayer à 15, 20, 30 boîtes où tu auras 0 réponse. Tu peux même pas te positionner, savoir où il y a des manques, où tu pourras rebosser ton CV, ta lettre de motivation. Non, on va même pas te répondre, on n'en a rien à carrer en fait. Donc, on est là dans ce bain où la responsabilité, elle est devenue individuelle, tu te démerdes, tu as la charge en fait de ta propre précarité, et puis débrouille-toi, quoi, surnage là-dedans. Alors qu'on aurait pu embaucher des gens pour t'aider à faire ça. Exactement. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Le truc, c'est qu'est-ce qui se passe en fait face à ça, avec cette injonction au travail, puisque tes cotisations, tes allocations, elles baissent comme peau de chagrin. L'institution, tu peux plus y aller, on a détruit ton travail, on a détruit nos métiers. Les collectifs, ils sont pas là, tu te sens pas en sécurité. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On se met à bosser. En fait, on se met à bosser et en fait, on génère du travail gratuit. C'est ça qu'on fait. On va créer nos propres activités, mais qui ne sont pas rémunérées. Après, moi, j'y trouve mon compte. Hein. Je veux dire, clairement, enfin voilà, j'ai créé mon association parce que oui, je l'ai dit, l'institution m'a invalidée et je pense que du coup, maintenant, c'est un peu réciproque. Donc, ouais, j'ai choisi de créer ma propre activité parce que j'y trouve du sens. Voilà, j'ai une conférence gesticulée, une deuxième là maintenant avec les copines. J'organise un gestival, un festival de conférences gesticulées à Lille qui permet de faire venir des gesticulantes et puis d'avoir 3 jours d'échange comme ça, d'émulation, de discussion, de rencontres, etc. Je donne des cours en école de travail social.
Je crée des ateliers pour que les personnes elles puissent venir socialiser leur expérience, c'est-à-dire la remettre dans un contexte et sortir de la responsabilité individuelle. Il y a du sens dans ce que je fais. Je crée des trucs, je les imagine, je les expérimente, je vois ça marche pas, bah ça marche pas, on réajuste. Mais on y va ensemble, quoi. Et puis j'ai un conseil d'administration aussi qui me soutient, même si c'est moi qui taffe, mais elles sont là, elles me soutiennent. Puis des fois elles me disent oh tu te calmes, non, on va déjà finir de terminer ça, tu vois. Et puis parce que sinon voilà, on part dans tous les sens. Et puis j'ai pas de contraintes en fait, je bosse quand je veux. C'est vrai, si j'ai envie de bosser le dimanche et de faire la sieste le lundi, je compte à rendre à personne. Et puis j'ai pas de harcèlement surtout. Il y a personne qui vient me harceler, je suis sereine quand je travaille. Ouais, bah moi vous voyez quand Carole dit ça, bah, je suis pas vraiment d'accord avec elle. Enfin je comprends hein, ce qu'elle dit sur le sens, moi aussi ça m'éclate de jouer ma conf, d'animer des ateliers, d'être avec les copains du collectif quand ça arrive. Mais je suis pas d'accord avec elle et en plus ça me met en colère. Parce que quand même, les conditions de travail concrètes, c'est quand même pas ça. Moi là, tous les matins à 8h je suis dans mon bureau. Mon bureau il est en bas de chez moi, il est dans ma maison, ça veut dire que je sors pas de ma maison. De 8h à 18h je suis là, je taffe. Je fais 4 postes en un. On devrait être 4 ou 5 à faire ce travail-là. C'est pas moi toute seule qui peut le gérer. J'ai la charge mentale énorme, je gère toute la logistique, je fais de la com, de l'administratif, je fais plein de trucs qu'on pourrait partager en fait. Et je suis toute seule à le faire. Je suis sans arrêt en train de me dire waouh, il faut que je fasse rentrer des sous dans l'association parce que peut-être un jour je pourrais me payer. Et en même temps, je suis sans arrêt en train d'appeler pour voir si on peut monter des ateliers, pour si je peux me vendre dans des trucs. Moi, je voulais pas être auto-entrepreneuse. Quand j'ai arrêté de travailler en institution, j'ai dit je deviens pas auto-entrepreneuse parce que l'auto-entrepreneuriat c'est l'auto-exploitation et moi je voulais pas être payée à la tâche. Je voulais pas être obligée d'aller chercher mon salaire pour me payer. Je trouve que c'est pas normal de faire ça tout seul. Là, j'ai un tableur où j'ai noté toutes les heures que je fais gratuitement. J'ai aussi un autre petit contrat de travail, par contre. J'ai un emploi dans une autre association où 40 heures par mois, je fais un travail de coordination. Celui-là, il est salarié. Mais ce que je fais pour mon association, j'ai un tableur où je note toutes les heures que je fais. Pour le mois d'avril, j'en étais à 170 heures. Et je suis jamais tranquille parce que je me dis mais comment je vais faire dans quelques mois quand mon chômage il va s'arrêter? Comment je vais faire si j'arrive pas à mettre en place un fonds de trésorerie? J'ai pas de collectif de travail, faut que je pense toute seule. C'est vachement compliqué en fait. Moi je crois que en fait ce qui se passe depuis 10 ans, depuis l'épuisement professionnel, c'est que j'ai fait que des choix par défaut. Et que là j'en suis là et qu'en fait ben, je sais pas où ça va. Et je sais pas, je pense que ce qui est surtout hyper énervant et qui me met hyper en colère, c'est que je crois qu'on est vraiment là où ils attendent qu'on soit. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on produise du travail et que ça soit gratuit. Et ça me met vachement en rogne. Ben, moi aussi, du travail gratuit, je me retrouve à en faire. En fait, je constate juste que j'ai 50 piges bientôt. J'ai un bac +8. Et en fait, à bientôt 50 ans, je reprends des études. Parce que mon contrat d'intermittence, en fait, mon statut d'intermittence, il va pas durer. En fait, déjà, il y a un problème, quoi. Il y a un truc qui va pas, en fait. Je suis sociologue du travail et je suis intermittente du spectacle. C'est quoi le truc? C'est vraiment de la bidouille pour trouver un statut qui me permette de vivre avec des allocations chômage que juste j'aurais pas en étant seulement sociologue précaire. Donc en fait, je me retrouve à bidouiller avec ce statut qui ne va pas durer, donc à devoir me projeter dans autre chose, dans un autre univers professionnel encore à me former à 50 ans, à payer moi-même en fait des cours que je prends à distance, à faire 20 heures de formation chaque semaine. C'est pas payé ça. Enfin, il y a 20 ans, j'aurais eu des aides. Ça aurait fait partie, j'avais des aides à la formation. Aujourd'hui, tu te démerdes en fait, tu payes, tu te démerdes, tu payes pas, ben, tu crèves. Et ouais, il y a un truc qui est pas possible quoi. Je sais plus où je vais là, mais. Mais parce qu'on est en train de sombrer vers ce que je décrivais tout à l'heure à travers l'enquête de Duvou. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans du temps présent malgré nous. Alors que des projets, on en a. Pour le moment, on n'en est pas encore, nous, à se dire, comme le montre l'enquête, qu'on
On n'a pas à influencer dans les choix collectifs, on y croit encore. Mais c'est quand même une majorité des personnes qui ont été interrogées dans cette enquête qui se sentent impuissantes, qui attendent plus rien. Mais nous, on y vient aussi parce que on voit on peut plus croire en notre métier, on peut plus l'effectuer. Mais c'est même pas que le nôtre, en fait. On voit bien que tous les métiers sont détruits. Donc on peut plus croire au fait que les métiers nous structurent. Les collectifs, ils sont dégommés. Donc évidemment, en fait, qu'on va avoir tendance, nous-mêmes, en fait, on s'isole dans nos petites activités gratuites. Mais juste avec cette enquête dont tu parles, enfin, voilà, cet isolement, bah oui, on va pas continuer à... Non, mais faire ce constat-là n'empêche que... Ce qu'on remarque, c'est que plus on est exclu, plus on est isolé du mouvement social. On ne s'y reconnaît pas. Mais par contre, une étude a montré que si tu vas demander aux gens qui vivent cette exclusion, plus ils sont exclus des sécurités matérielles, plus c'est un changement radical de société qu'ils veulent. Et ça c'est notre espoir. Bah ouais. Il n'y a que en ça on croit. On croit en l'énergie du désespoir. Il n'y a que ça qui nous tient. Il n'y a que ça qui nous aujourd'hui. tient. Quand on a Collectivement. Et donc nous, on a envie de terminer cette conférence avec nos énergies du désespoir qu'on a traduites dans des lettres qu'on a écrites et qu'on va partager avec vous. Moi, j'ai écrit à ma maman. Maman, tu vois, j'ai fait ce que tu me conseillais. Je suis allée travailler pour ne pas avoir à dépendre d'un mari. J'ai même poussé l'obéissance filiale jusqu'à choisir un métier d'accompagnement et d'écoute, puisque tu disais toujours que je savais prendre soin des autres et que tu m'imaginais bien dans le travail social. Il faut dire que ça tombait pas du ciel. En bonne petite fille, j'ai suivi une formation précoce et intensive pour apprendre à être attentive aux fragilités des autres. J'ai adoré faire ce métier. Parce que finalement, c'était beaucoup plus que de l'accès à une indépendance financière. C'était aussi trouver du collectif, vivre des aventures humaines intenses, se sentir appartenir à une famille farfelue pleine de gens qui ne se ressemblaient pas vraiment, mais devaient toujours trouver des solutions pour se rejoindre quelque part. C'était aussi maîtriser des savoir-faire, prendre ses responsabilités, penser et inventer, être obligé de faire confiance aux autres. C'était pas toujours et même très rarement simple, mais c'était passionnant. Tu es parti trop tôt pour connaître la suite de cette histoire. Je me dis souvent que c'est bien mieux comme ça. Mon métier, on me l'a volé et on l'a vidé de son sens. Comme je n'ai pas voulu obéir aux injonctions néolibérales, j'ai essayé de trouver d'autres solutions, d'autres espaces, d'autres gens pour continuer à avancer. Je suis retournée là où on pense et politise, et j'ai compris plein de trucs. J'ai retrouvé de l'élan, de l'ardeur et de la rage, et sauté à pieds joints dedans pour rester debout et vivante. On est plein comme ça, à gesticuler et à en faire gesticuler d'autres. On sait qu'on fait quelque chose de très important et qu'un jour, à force, on va pouvoir renverser les systèmes d'oppression. En attendant, c'est pas facile de s'accrocher. Et j'ai souvent très peur de ne pas y arriver. Ça me réveille la nuit. Je me demande si c'est bien raisonnable de continuer à jeter des cailloux sur des montagnes en pensant qu'elles vont s'effondrer. Et puis je me dis que de toute façon, je n'ai pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Je n'ai pas choisi de ne plus pouvoir faire mon métier. On est plein à ne pas choisir et à subir ce que le capitalisme et le patriarcat nous imposent. Mais on n'est plus des victimes, parce qu'on sait ce qui nous arrive. On est de la classe des opprimés. Et c'est avec tous les autres opprimés qu'on va avoir assez de force pour y arriver. Personne n'a dit que ce serait facile. Alors quand je tombe, je me raccroche à cette puissance collective, cette force immense qu'on se donne les uns aux autres, et puis je continue d'avancer. Et je crois que tu n'en attendais pas moins de moi. Cher conseiller France Travail, depuis toutes ces années où nous nous côtoyons, j'ai accepté beaucoup de choses sans me faire beaucoup d'illusions sur leur finalité. Il fallait me conformer, être dans la case du bon chômeur pénitent. J'ai accepté à plusieurs reprises des prestations d'aide à la recherche d'emploi. J'allais, d'après vous, découvrir les offres cachées. Pourquoi le sont-elles? J'ai joué ce jeu tout en sachant qu'à la fin, c'est la boîte privée gavée d'argent public qui gagnerait.
J'ai accepté d'annuler un rendez-vous médical pour me rendre à une information collective sur la formation, alors que je venais de terminer mon Master 2. Vous n'aviez pas lu mon CV. Vous m'avez demandé un certificat médical et je ne voulais pas que vous sachiez que je consultais un psychiatre. Vous consignez tout. Vous partagez tout. Je vous ai écouté me dire qu'il était préférable de ne pas faire figurer ma date de naissance sur mon CV, de ne pas mentionner mon expérience universitaire ni les articles que j'ai pu publier. Vous vouliez me réduire à une simple exécutante, j'ai refusé. Chers conseillers, j'ai un métier que j'ai aimé passionnément, un métier que vous ne connaissez pas et dont je ne parviens pas à faire le deuil. On me l'a volé, alors je le réinvente. Je m'y investis pleinement, mais il semble qu'à vos yeux, ce ne soit pas suffisant. Je suis improductive, inutile au monde capitaliste que votre morale érige en modèle de vertu. Nous en avons déjà parlé, et vous m'avez dit que j'étais perspicace. Je vous avais répondu qu'on peut être pauvre et pas complètement con. Aujourd'hui, je vous écris pour vous informer que la non-reconnaissance de mon activité dans le cadre des 15 heures d'activité obligatoire entraînera ma sortie, au moins provisoire, de ce jeu humiliant. Votre système m'a abîmée, et je suis loin d'être la seule. Et je veux garder en moi la fierté que les luttes m'ont transmise et le pouvoir de dire non. C'est le seul qui m'importe au moment où je vous parle. Je reste bien sûr disponible pour en discuter avec vous, et vous souhaite le meilleur dans le marasme qui s'annonce. Après tout, vous avez décidé de rester dans le jeu. Bien à vous. Lettre à mes futurs camarades révoltés. Un jour prochain, à l'annonce d'une nouvelle taxe, d'une nouvelle réforme, le peuple se soulèvera. Ce ne sera pas moi d'abord, parce que dans mon milieu fait de petites associations minablement rémunératrices, de petits collectifs alternatifs et inclusifs, je me sentirai encore protégée, alors que mon avilissement, mon appauvrissement n'est que différé. Je continue à me dire précaire, je ne me nomme toujours pas prolétaire, chacun ses illusions. Les médias traiteront ce peuple de sans-dents, de réacs, de ploucs, de fachos, et je serai tentée encore de les mépriser. Il nous faudra pourtant les rejoindre, sans détour, sans sommation, sans délai. Les ignorer encore sera criminel. On le sait dans l'histoire, les moments de bascule révolutionnaire ont tenu à l'alliance de la petite bourgeoisie avec les classes populaires. La petite bourgeoisie, c'est la majorité du public des conférents gesticulés. C'est la majorité des conférenciers gesticulants. Pour nous lever et rejoindre ces classes populaires, il nous suffira de penser à ce moment où quelque part, sur la place d'une ville ou d'un village, ou sur un rond-point, nous réclamerons ensemble que plus personne n'ait à accepter de travailler gratuitement, involontairement, subordonné à un patron, à un actionnaire, à un bourgeois. Nous serons là ensemble, parcourus de ce courant intangible qui nous unit dans la révolte et la résistance. Pour me lever et rejoindre ce peuple en lutte, il me suffira de penser à ces yeux durs et profonds, ceux qui portent à la fois le désespoir de ce monde et la détermination de le changer. J'attends ce moment où je plongerai dans ces regards, parce que je sais qu'ici, enfin, Nous nous reconnaîtrons. merci beaucoup, merci à vous toutes.